Attends, juste avant de démarrer, je me disais un truc. Ce que je me disais dans l'escalier en montant, je me disais en fait, l'idée, ce serait vraiment qu'on a. En fait, je pense qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit euh, de réussir à reproduire les vocaux qu'on fait, Ah bah oui, c'est ça le but. les vocaux qu'on fait sur WhatsApp. Et si on arrive à reproduire ça, C'était bah, ce que, parfait. ce que je m'étais mis moi à la base, c'était genre on se connaît depuis 4 ans. J'ai remarqué ça tout à l'heure. Ouais. Et que en fait depuis quasi quotidiennement ou autre, on faisait les masterminds, des audios et tout. Et là, cet été, on s'est dit que voilà, il y avait des différents sujets. Et si on partageait ces discussions privées en public, tu vois. Donc ça y est, t'as fait l'intro là. Hein. Bah ouais, mais du coup, ça c'est une intro classique, tu vois. Ah mais ça y est, elle est faite. Ok. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui n'a pas encore de nom, ça fait justement partie du truc, c'est-à-dire qu'avec, je suis Adrien, voici Ambroise, on s'est challengé, je peux dire, ou en tout cas on s'est dit que voilà, ce serait intéressant d'enregistrer un podcast pour partager les conversations qu'on a sur, les conversations qu'on a sur WhatsApp. Alors c'est pas forcément des conversations parce que finalement on s'appelle assez peu. On a eu une période où on faisait pas mal de mastermind et ça, je pense que ça a été vertueux. C'était pendant le Covid en plus. C'était pendant le Covid, hein. C'était vachement vertueux. Et derrière, on n'a jamais cessé de se faire des vocaux quasi quotidiennement pour se partager nos challenges, pour se poser des questions, pour demander des retours d'expérience, et puis aussi pour partager des réflexions. Tu sais, creuser des réflexions et pas que sur des sujets business. Et je pense que c'est ça qu'on va essayer de retranscrire dans ce podcast. Alors évidemment, on n'est pas des acteurs hollywoodiens, en tout cas toi peut-être un peu plus que moi, mais l'idée c'est de réussir à faire un petit peu abstraction des micros et des caméras pour se replonger dans des conversations et partager à qui veut les écouter nos conversations qui a priori sont assez intéressantes. En tout cas, nous, ça nous intéresse, c'est déjà pas mal. Ça nous intéresse. Donc, voilà pour la petite intro et la raison d'être du podcast. Donc, le podcast n'a pas de nom. Ouais. Et ça, il va falloir qu'on creuse. Et justement, on avait noté un sujet, et ça peut être un bon sujet pour démarrer. C'est justement de parler un petit peu de comment est-ce qu'on lance des projets et quel est le bon mindset finalement pour lancer des projets, parce que je pense qu'on a vachement évolué à ce niveau-là. Et le truc, c'est qu'au départ, moi en tout cas, je sais que je suis un énorme... Alors toi, je sais que tu l'es moins, mais tu pourras nous en parler, mais moi, je suis un énorme, perfectionniste, mais perfectionniste qui n'atteint pas toujours la perfection non plus, tu vois. En tout cas, j'ai toujours envie de mieux faire, mais je sais qu'il y a énormément de personnes comme ça, où tant que je cherche à me rassurer, tu sais, au travers des tâches un peu de merde, tu vois, et j'ai appris à passer un peu au travers de ça, et à me dire que finalement, je vais apprendre sur le tas et que le meilleur moyen de démarrer, c'est un peu de mettre les pieds dans le plat, mais c'est pas facile pour moi. Toi, je crois que tu as un peu plus... Ouais, moi j'ai plutôt tendance à avoir quand même un concept, passer à l'action et réfléchir un peu après, quoi. Et c'est vrai que je pense que ça a une force avec le recul, ça n'a pas toujours été comme ça. Et justement, ce podcast, plutôt que passer des heures à trouver un nom, faire un logo, faire un setup de l'espace, on s'est dit ok, rendez-vous lundi, là on est lundi matin, on tourne, on verra bien même par rapport au format, on se cherche encore, quoi. Et c'est le début d'un projet. Et c'est justement bien au début parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui nous écoutera au début. Donc on a le temps de se trouver aussi, le temps d'avoir une audience aussi. Et aussi d'apprendre à... Je pense que là aussi où ça va être intéressant, c'est apprendre et s'entraîner à être naturel devant la caméra et au micro. Tu vois ? Et ça, que je sais très bien que, tu vois, quelqu'un qui nous écoute là, en réalité, quand bien même on fait des efforts ou des trucs comme ça ne sera pas la même chose, en tout cas au début. Donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'on réussisse à adapter ça. Puis après, dans ce format aussi, je pense qu'on a nos formats, tu vois, format plus, coaching ou formation, on connaît, tu vois, c'est naturel. Moi, je sais pas, il y a des formats comme le vlog, tu vois, c'est devenu plus naturel, mais ce format-là où on est en face, l'un de l'autre, c'est pas souvent qu'on fait ça comme contenu. Non, on le fait jamais, hein. Mais même en dehors des contenus. Hein. Ouais. C'est rare. Hein. Là, t'es à Chiang Mai, du coup, on s'est fait un petit café. C'était même pas un café, qu'est-ce qu'on allait manger ensemble hier? Ouais. Puis avant-hier, lundi, ou je sais plus quand, on s'est fait un petit truc aussi. Ouais.
Mais sinon, c'est vrai que c'est en en différé via les vocaux WhatsApp. Et il y a un truc aussi que je pense qui va aussi être pas mal différent. C'est que moi, je sais que je fonctionne comme ça. Tu vois, par exemple, si tu me fais un vocal pour me parler d'un sujet ou pour me poser une question, pour me demander mon avis sur un truc, je vais pas répondre tout de suite. Et je fais vachement ça. Je fais ça aussi avec dans mon activité. C'est-à-dire que j'ai tendance à, tu vois, j'écoute, j'absorbe et je me dis, ok, je laisse reposer un petit peu et je reviens dessus. Mais en général, je reviens pas, j'allais dire, alors à froid, à chaud, je sais pas du coup comment. Mais tu vois, je reviens pas directement. Je me laisse le temps de poser. Mariner un peu, ouais. C'est ça. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais là, du coup, ça nous oblige à être un petit peu plus spontané. Et ça aussi, ça va être un exercice intéressant. Autre point, peut-être, pour partager un peu ce qu'on s'est dit par rapport à comment, tu vois, parce que c'est des conversations, mais le but, c'est aussi d'être un peu intéressant, donc faut pas qu'on l'occulte complètement, quoi. Et nous aussi, je pense que ça a un véritable intérêt pour nous, c'est d'essayer de se challenger un peu l'un l'autre. Parce que si on est d'accord sur tout, c'est naze, en fait, ça n'a aucun intérêt. Et puis même pour nous, tu vois. Tant pour écouter, c'est clair, mais même pour nous, je pense que ça va être un peu, tu sais, on sait qu'on est d'accord sur un sujet, à la limite, on n'a pas spécialement envie d'en parler, tu vois. Mais c'est plutôt chercher à se challenger. Alors peut-être qu'on va s'insulter, quoi. Variété. Mais je pense que c'est important aussi le what's in it for us de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de nos activités au quotidien pour ça? Il y a le côté créer du contenu, visibilité et toutes les retombées. Mais pour moi, il y a aussi le côté, en fait, nos discussions WhatsApp, au final, c'est un peu des genres de, je sais pas, c'est des genres d'un peu de coaching l'un l'autre, tu vois. On se connaît aussi au bout de 4 ans. On sait les tendances un peu de chacun. Et ça peut être vraiment cool aussi. Moi, je vois comme ça, tu vois, un bénéfice, c'est genre, ok, Quoi, les trois principaux... Les trois principaux bénéfices à faire ce podcast. dans l'ordre, pour aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, je le dis aujourd'hui, tu vois, mais déjà, premièrement, c'est d'avoir des discussions avec toi plus ou moins toutes les 2 semaines sur ces sujets-là et aller plus en profondeur que des vocaux ou autres. Ensuite, un moyen de créer du contenu assez facilement parce que c'est des discussions, on n'a pas de script, on ne va pas aller tourner des vidéos et tout ça. Donc, c'est des discussions contenu plutôt facile. Et un format de contenu que je fais moins en ce moment. Tu sais, j'ai mon podcast Freepreneur, tu as fait partie de 2 épisodes. Je l'ai un peu mis en pause récemment. Et donc, c'est ce format aussi un peu différent d'interview où je suis avec quelqu'un. Et là, c'est un peu ce format à 2, mais différent, tu vois. Et d'avoir ce genre de discussion avec des personnes intéressantes, donc avec toi notamment, puis on verra si on invite d'autres personnes. C'est un format qui me manque. Et c'est le format pour lequel j'ai commencé à créer du contenu, moi, tu vois. Je faisais des événements, j'avais des speakers, je les interviewais à la fin. J'ai fait plein de lives pendant le Covid aussi. Donc, c'est ça. Et toi, du coup, les 3... Alors moi, 3 objectifs. Moi, je crois que... Alors, attends, j'essaie de les classer quand même par ordre d'importance. Et tu sais ce que ça m'inspire, enfin, tu sais, en fait, ce que j'appelle l'ordre d'importance, c'est pour moi, tu vois. Ce qui me fait le plus vibrer, le truc un peu émotionnel. Je crois que là où je vois le principal bénéfice, en fait, rationnellement, je te dirais, c'est de créer du contenu et d'avoir de la présence. Mais en réalité, c'est pas ça qui me fait le plus vibrer, en tout cas tout de suite, mais peut-être que ça va évoluer. Ça dépendra de ce que ça devient aussi. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Le premier truc, c'est je pense que c'est ça, c'est d'avoir les conversations et de pouvoir aller creuser des sujets. Moi, c'est un truc que je kiffe vraiment, tu vois. C'est-à-dire, d'ailleurs, alors attends, attention, parce que moi, ça part un peu dans tous les sens, mais en structure. Ça, c'est mon premier point. Mais je veux te parler juste d'un truc. C'est donc je discutais avec une amie là, il y a quelques jours, samedi. On est lundi, donc tu vois, il y a 2 jours. Et je lui disais que, en fait, lorsque j'avais dans la, je sais pas, 20 et quelques, et tu sais, on se retrouvait le week-end avec mes amis, je vivais à Paris, j'étais salarié, tout ça, donc tu sais, t'avais vraiment le rituel du week-end où on se retrouvait pour dîner, pour boire des coups, enfin, tu vois, quoi. Et décompresser. Et tiens, ça sera un sujet aussi à noter, de parler de ça, mais on se retrouvait, c'était comme un rituel. Et en fait, le truc, c'est qu'on avait cette espèce d'habitude de juste se marrer,
faire des blagues, tu vois. On sortait, on disait, tu sais, c'était un peu des conneries, c'était un peu un truc de décompression, quoi. Du coup, on passait des soirées complètes à boire des coups dans un salon, parler les uns avec les autres, se raconter des conneries. Et finalement, alors je dis pas que c'était désagréable, mais finalement, c'était juste une espèce de condensé de jokes, tu sais, un petit peu par-ci par-là. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce qui me manquait, c'était justement cet aspect, c'était d'avoir des vraies conversations sur des sujets qui pouvaient m'intéresser. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que parmi ce groupe d'amis, tu vois, ce que je qualifiais d'amis propres, il y en avait certains que je ne connaissais pas. Alors que c'était mon groupe d'amis, tu vois ce que je veux dire? Genre, on était tous les week-ends ensemble, mais en fait, on s'était jamais parlé. Certains, je savais même pas qu'ils avaient des frères et sœurs et tout. Tu Vous vois. étiez amis un peu peut-être par défaut, tu vois, vous avez étudié ensemble, des groupes d'amis, puis au final, c'est un groupe plutôt que... Ouais, c'est un groupe. Ouais, mais du coup, tu vois, on peut vraiment dissocier ça, quoi. Ouais. Alors qu'on est tout le temps ensemble, on s'aide s'il y a un déménagement, tu vois, c'est un peu ta bande, tu vois. Mais au final, qui est-ce que tu connais vraiment dans ta bande? Avec qui est-ce que tu as... Tu vois? Et je me souviens que j'avais mis le sujet sur la table. Ah, je m'étais fait dépouiller. Genre, ouais, un peu foutu de ma gueule, genre, vas-y, si tu veux avoir des discussions, de quoi tu veux parler et tout, ça, ok, bon. Et bref, donc du coup, ça, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer. Donc, point numéro 1, c'est réussir à avoir des conversations sur lesquelles on arrive à, tu vois, à faire des liens, à creuser, tout ça. Franchement, c'est juste, moi, c'est un des premiers des trucs. C'est des sujets trop cool. Enfin, je veux dire, on parle, on va parler de ça aussi là, mais on parle de nos business, on parle de voyage, de nomadisme, on parle de santé, de sport, de mindset, de couple. De finances, de couple, de machin, de tout. Ah non, mais clairement. Ouais. On peut parler d'investissement, en fait, tout ce qui constitue, tout ce qui a de l'importance pour nous. Donc ça, pour moi, tu vois, c'est un numéro. Ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, je dirais, c'est m'améliorer en prise de parole, m'améliorer dans la manière de structurer mes idées. Donc du coup, désolé pour ceux qui écouteront quand ça part un peu dans tous les sens. J'essaie de m'améliorer. Et numéro 3, c'est ça, donc créer du contenu. Donc, c'est dans l'ordre de ce qui me fait vibrer, c'est vraiment ça. Ah, parce que toi, dans le quotidien, tu crées pas forcément de contenu au sens classique, genre de vidéos, de réseaux sociaux, de podcasts et tout. T'en crées indirectement quand tu te fais interviewer ou pour tes élèves, mais t'as pas de chaîne YouTube où tu postes toutes les semaines ou de podcast ou autre. Donc, non, c'est cool. C'est ça. Et pour le coup, en fait, ça, on peut en parler. Et je pense que c'est un livre qu'on m'a recommandé là récemment. J'en profite pour faire le petit pont parce que je pense que c'est intéressant. Ça s'appelle The Happiness Advantage. Je confirme, enfin, je rechercherai le titre. Et en fait, le postulat, c'est de dire que dans la vie, on a cette tendance un petit peu naturelle de se dire que le succès va nous amener au bonheur. Et lui, il nous explique qu'en fait, les études, tu vois, les observations démontrent le contraire. C'est le bonheur qui amène au succès. Tu vois, et je suis convaincu que pour moi, du coup, je connais beaucoup de youtubeurs, de personnes, tu vois, qui, de par notre environnement, tu vois, on connaît des personnes qui ont des chaînes YouTube énormes. Ouais. Et franchement, ça se vérifie chez tous, quoi. C'est la passion qui les amène au succès, quoi. Tu passes pas les 100, 200, 300 000 abonnés sur YouTube si c'est un truc qui t'emmerde, quoi, en fait. Ouais. Ça doit être un kiff, ça doit être quelque chose que tu fais avec plaisir. Moi, je parlais avec un youtubeur il y a quelques temps. C'est vraiment du point de vue bonheur, ouais. Je pensais que tu allais partir sur le truc de, en fait, il faut, pour avoir des résultats, il faut devenir le genre de personne qui va avoir ces résultats, tu vois, de travail sur soi. Ça va aussi, ça semble, mais c'est ouais, ok. Du point de vue bonheur. C'est kiffer son quotidien, kiffer faire ses vidéos, kiffer son sujet, kiffer être geeké sur un truc pendant 2 semaines parce que ça t'intéresse. Ouais. C'est un truc que j'ai perdu, hein. Tu l'as, toi? Je l'ai pour certains trucs, ouais. Je l'ai pas pour tout, et c'est normal de ne pas l'avoir pour tout. Et moi, dans mon activité, il y a des trucs que je kiffe, en fait. Moi, mon background, c'est du growth marketing. Et pendant des années, je ne pouvais pas le faire pour mon activité parce qu'elle n'était pas assez gros, j'avais pas assez de budget de trafic. Et aujourd'hui, je fais ça, quoi. Le quotidien, la plupart est géré.
Et moi, je suis là à optimiser mes pubs, mes pages de capture, faire des A/B tests, et les emails, l'automation, ce que je kiffe, quoi. Et le contenu, je kiffe aussi en faire. Pas tous, mais le contenu, genre vraiment un peu plus en mode vlog ou voyage ou des sujets qui m'intéressent, tu vois. Genre, demain, aller faire une vidéo sur YouTube, genre comment trouver des clients en freelance, ça m'intéresse plus. Ça m'intéressait. Je le fais plus, non. Je le fais dans mes formations, tu vois. Comme contenu comme ça. Même si, ouais, d'accord, mais même si tu identifies un contenu qui a un potentiel viral, machin, tu vois, est-ce que tu vas t'empêcher de le faire parce que tu te dis ça m'intéresse pas? Je pense que faut que ça garde une petite proportion dans le contenu que je crée, tu vois. Genre, mettons, il y a une vidéo que j'arrive à faire sur YouTube, tu vois, justement sur le freelance en particulier. Je vais la faire, je vais m'arranger pour que ça m'intéresse. Mais en fait, je sais que pour le freelancing, je sais que le meilleur contenu que je peux faire sur le sujet, je l'ai déjà fait et il est dans ma formation, tu vois. Donc, j'ai pas envie de faire une version un peu hachée, publique, tu vois, du truc. Ouais, non, mais je sais, en fait, la présence sur les réseaux, c'est pour la découvrabilité, donc c'est pour qu'on te connaisse, pour que les gens, tu vois, donc il y a une part de découvrabilité, quoi, et je me dis, c'est pas déconnant de se dire, il faut créer du contenu que les gens recherchent, etc. Ouais, j'en crée, tu vois, j'ai créé des réels, des shorts sur certains sujets, etc., quand c'est court, mais je le fais, mais c'est pas un kiff ultime, tu vois. Alors que aller faire des vidéos un peu plus, pas forcément vidéos vlog voyage pur, mais des vidéos sur le nomadisme, tu vois, sur le terrain, ça m'intéresse. Et les vidéos que tu kiffes faire, est-ce que tu vois une différence de nombre de vues, de succès, tu vois, entre les vidéos que tu kiffes faire et les vidéos que tu fais pour la viralité? Enfin, la viralité. En vrai, pas forcément. C'est dur de savoir ce qui va marcher et tout. J'ai mis énormément d'efforts dans une vidéo qui s'appelle Top 50 conseils avant d'aller au Japon. Genre, j'étais vraiment en kiff là-dessus. Je te l'ai recommandé. J'ai même fait le montage, moi, de cette vidéo. Alors, je fais plus de montage parce que je voulais vraiment bien le faire et tout. Au final, pas grand-chose. Et j'ai une vidéo que j'ai faite que j'ai faite sur Chiang Mai, tu vois, comment vivre à Chiang Mai pour moins de 600 € par mois, qui est ma plus grosse vidéo à la chaîne, qui a le plus décollé. J'ai kiffé la faire aussi, tu vois. Donc, pas forcément. Mais je trouve pas de corrélation forcément entre le kiff que j'ai pris à le faire et le succès, tu vois. Ouais. Et le contenu aussi. Moi, le contenu, je le crée pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour un peu documenter mon parcours pour moi, tu vois. Et des fois, je me fais des kiffs, je vais sur ma chaîne YouTube, je retourne, ouais. Et comme j'ai fait des vlogs au Japon quand j'y étais, justement, quand je suis au Japon, là, je savais pas ce que ça allait donner niveau contenu. C'était un peu un test, c'était un peu un pari. Mais je suis super content de les avoir et je me les regarde de temps en temps. Tu vois, mon vlog à Nara avec les biches en liberté et tout. Mais ça, les gens ont aimé, tu vois, ceux qui ça intéressait, mais c'est pas une vidéo qui a un potentiel de fou pour ma chaîne. Mais je l'ai fait parce que c'est partager mon quotidien, ce que je vis, et c'était un kiff. Tu mets combien de temps pour faire un vlog? Ça dépend vraiment du type. Genre, vas-y, celui avec les biches. Celui avec les biches, celui avec les biches, en fait, c'était hyper naturel. Genre, j'y allais avec ma copine un jour de week-end. Du coup, j'ai dit, bah voilà, je vais en faire un vlog. J'ai pris ma GoPro, qui est, je sais pas où. Et pendant la journée, je vloguais des petites parties, tu vois. Donc, bien sûr, tu penses un peu à ce que tu vas dire, comment ça va s'incorporer et tout ça. Donc, c'est plus, ça te rajoute un peu un truc en plus le jour du truc, mais j'ai pas. Enfin, c'était la journée, quoi. Là, le montage est délégué, c'est terminé. Ouais. T'as les rushs, ok, d'accord. Alors là, celui-là, je l'ai fait parce que je voulais me former un peu plus sur certains trucs, mais en gros, ouais, d'habitude, je le délègue et voilà, quoi. Ouais. Une fois que j'ai tourné, ça part, je revalide et voilà, quoi. Et du coup, le contenu, je le crée aussi pour moi et pour les autres, tu vois. Ouais. Ok, non, ça fait sens. Non, mais c'est... En fait, le truc, c'est que dès lors que tu commences à le faire pour toi, alors tu peux mettre de côté la notion de retour sur investissement, quoi. Tu vois? Bah, c'est un kiff, quoi. ouais, Tu le fais pas pour tu le fais pas pour le ROI. Et c'est vrai que moi, sur la question du contenu précisément, j'ai toujours eu un peu ce truc où mais aussi parce que je suis pas quelqu'un de forcément patient. Enfin, j'apprends à l'être. Mais je crois que c'est un défaut. Enfin, c'est sûr. Mais... Je suis pas non plus le mec le plus patient, mais je pense qu'en entrepreneuriat, il faut être un peu impatient, sinon tu lances jamais rien. Mais il y a, je sais pas, il y a le contenu, t'es obligé de voir à long terme, tu vois. Tu peux pas te dire, vas-y. Et tu sais là-dessus que c'est bon. De toute façon, je l'ai viré. J'ai retiré la chaîne YouTube. Enfin, je sais plus si j'ai retiré la chaîne YouTube ou j'ai juste désactivé les vidéos.
Mais tu sais, dans mon activité avant, là, j'avais une petite chaîne YouTube et j'avais les 15 vidéos, tu vois. Je Ouais. faisais quand même des vues. Et j'en ai une qui a pété, qui est partie en plus de 100 000 vues Ok. sur 15 vidéos, quoi. Tu vois, donc et ça, c'était il y a, je sais pas, genre 5 ans, je pense. Je sais plus il y a combien de temps. Et du coup, je me dis, franchement, en fait, je pense que j'ai eu un gros coup de chance. Et j'ai peur, en fait, qu'en refaisant du compte. T'as des mecs, c'était l'autre jour à la conférence à Bangkok, là, il y avait Stanley Lou qui a fait un atelier sur YouTube et il a partagé le truc de un mec, alors je sais pas, il doit avoir super jeune, tu vois, qui a fait une vidéo sur Amazon FBA, qui a fait je sais pas combien de millions de vues. Le mec, il a fait une vidéo, jackpot, premier coup. Après, il ne l'a plus refait, pas pourquoi. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, en fait, c'est, tu vois, ce truc, genre, je fais un contenu. Parce que, en fait, regarde, le truc, c'est que quand tu te lances sur YouTube, donc en considérant que tu recherches les vues, tu recherches les abonnés, machin, tu cherches à grossir, quoi, tu cherches la croissance, tu sais qu'au début, bah, il va falloir faire du contenu, et tu dois chercher, tout en sachant que par moment, tu as une vidéo, peut-être une sur 100 ou une sur 50, qui va péter et qui va tracter la chaîne. Tiens. Et, mais ça arrive pas souvent. Et donc, en fait, moi, dans mon esprit, c'est aussi un des trucs. Je pense qu'au fond, moi, c'est un des trucs qui me réfrène un peu dans la création de contenu. C'est de me dire, le coup de chance, je l'ai déjà eu et je ne l'ai pas exploité, tu vois. C'est-à-dire, j'ai fait quelques vidéos, il y en a une qui a pété. Et du coup, c'est comme si j'étais au casino, tu vois. Une fois que à la machine, tu vois, une fois que le jackpot est tombé, tu retournes. Enfin, j'imagine, moi, je ne suis pas joueur, mais j'imagine que, tu vois, instinctivement, je me dirais, bah non, je vais pas aller jouer directement sur celle-là parce qu'elle vient de gagner, quoi. Tu vois? Donc j'ai un peu ce sentiment que, voilà, j'ai passé mon coup de chance. Maintenant, bah, je pense que ouais, c'est peut-être un peu biaisé, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Ouais, mais après, bah, même YouTube, tu vois, tu as vraiment différentes stratégies. Je me suis rendu compte de ça. En francophonie, beaucoup de gens parlent du système ou la stratégie où tu fais des vidéos pour qu'elles soient recommandées sur les vidéos suggérées ou la page d'accueil. Beaucoup de gens te parlent de ça et tout. Mais j'ai aussi parlé à des Américains qui, eux, sont en mode full YouTube SEO, tu vois. Et les deux stratégies marchent. Ça dépend vraiment juste de comment tu le fais. Donc, si tu paries plutôt sur le truc de ma vidéo être recommandée ou sur la page d'accueil, là, c'est plus un truc un peu voilà, tu testes des trucs, il y en a un qui a marché. Si tu joues le jeu du YouTube SEO, c'est vraiment, tu fais plein de vidéos et elles vont toutes un peu marcher. T'as quelques-unes qui vont marcher plus. Donc, c'est deux approches différentes. Mais ça me fait penser à un truc d'ailleurs par rapport au contenu. On disait que tu n'as pas l'habitude de créer du contenu et tout. Mais en fait, moi, quand je t'ai découvert, et je pense du coup c'était avant qu'on se rencontre, oui. Je pense que c'était, ça devait être en l'hiver 2019. On s'est rencontrés à l'automne 2019. Et justement, tu créais du contenu à cette époque-là. Moi, je me souviens d'avoir vu tes stories sur Insta à Chiang Mai. Donc, tu as eu cette création de contenu et cette vie-là à un moment. Et ça marchait. Tu avais ton business. Ouais, non, mais carrément. Mais et tu vois, c'est marrant ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, je crois que je suis pas capable de. Enfin, je suis pas capable. Je suis capable, tu vois, là, il y a des caméras, tout ça. Mais tu vois, de temps en temps, je fais des stories sur mon compte. Maintenant, tu sais, mon compte là, il a 500 abonnés ou 400. Enfin, c'est que dalle. Mais du coup, je fais des petites stories où je prends une photo d'un endroit, tu vois. On met des stories texte ou photo. Tu fais plus des Exact, ouais. stories face cam. Non, et voilà. Ouais. Et par contre, tu vois, faire une story face cam, je crois qu'aujourd'hui, je suis pas capable, quoi. Tiens. Moi, je pense que si. Ouais, non, mais je suis capable, mais tu vois, T'as pas envie. j'ai pas envie. Ouais. Tiens, je me dis, j'ai pas envie de parler face cam, quoi. C'est un truc qui me. Alors, ça reviendra peut-être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Et je crois en fait que le truc, c'est justement le retour sur investissement qui me bloque. Je me dis, ouais, Bah, il est hyper dur à calculer. il est hyper dur. Et en plus, moi, je me rends compte d'un truc aussi là. J'avance pas mal sur le tracking et savoir un peu qu'est-ce qui. Parce que moi, j'ai toujours fait un peu de tout. Genre, quand j'ai démarré mon projet, j'ai lancé un groupe Facebook. On n'a pas bientôt passé les 10 000 membres, tu vois. Genre, c'était en 2019, c'est fou. Mon Instagram, pareil, on a 14 000, 15 000 abonnés presque. YouTube et des articles de blog, tu vois. Et en fait, j'ai continué à alimenter tout ça depuis. Alors que tout le monde te dit, ouais, trouve un canal et vas-y à fond, acharne-toi et tout. Et en fait, moi, non. Moi, ça a toujours été un peu tout. Et quand j'analyse les personnes qui rejoignent mes programmes, il y a un questionnaire au début, je leur demande,
c'est quoi nos points de contact, est-ce que vous avez suivi. Donc, je sais d'où ils viennent, tu vois, en gros, de quel lead magnet ils viennent. Mais pratiquement tous vont cocher YouTube, le groupe Facebook et tout ça. Et en fait, tu remarques que c'est un parcours client assez intéressant qui passe un peu partout, tu vois. Et même, je le vois maintenant, j'ai des petits tracking qui permettent de dire, OK, ce mec-là, il a rejoint ma liste email via un lead magnet, via les pubs, OK. Ensuite, il a googlé, il est arrivé sur mon site depuis Google, tac. Ensuite, je vois qu'il est allé sur mon lien LinkedIn bio Instagram et tout ça, et après, il a acheté. Et du coup, bah, je suis vachement là-dedans parce que c'est hyper intéressant. Et en fait, moi, je suis de plus en plus, je l'étais déjà, je suis toujours été persuadé de ça, mais je suis de plus en plus à fond là-dessus, de me dire en fait que le contenu, on va dire, organique, et je comprends un peu les réseaux sociaux là-dedans aussi, et le contenu pub, en fait, tout fonctionne ensemble. Genre, si quelqu'un voit ta pub, même rejoint ta formation offerte ou peu importe, et après, il te Google et il n'y a rien, bah, c'est plus compliqué, tu as moins de points de contact pour créer de la confiance et convaincre. Alors, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, tu vois, mais je sais que dans mon cas, ça joue, tu vois. Et je vois le nombre de recherches, les gens qui cherchent mon nom, prénom et tout ça. Et les gens, ils veulent se rassurer aussi, ils veulent s'assurer de faire la bonne décision. Et du coup, quand quelqu'un me Google et voit que je suis sur YouTube depuis 2019, que je suis freelance depuis 2013, que j'ai le groupe Facebook, que j'ai machin, tu vois, ça devient... ça prouve le point. Et c'est aussi le truc ouais, en fait, de laisser le moins de chance au... Comment dire? Je perds le truc. Ouais, au hasard, mais tu vois, en gros, en étant partout... Tu vois, justement, voilà, là-dessus, je suis complètement... Enfin, je le vois, mais je pense que c'est pas... Et tu vois, ça, c'est un truc... Moi, je le vois et je pense que peut-être que tu le vois aussi. Moi, je le vois avec les gars les personnes que je forme. Ah, toi, c'est... Ouais. Ouais, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de truc où des fois, on en parle, mais dès le début, à savoir, ah ok, il faut que je commence à créer du contenu pour développer mon activité. Et on a développé cette espèce de croyance qu'il faut créer du contenu pour développer son activité. Oui, c'est un levier. Non, ce n'est pas obligatoire. Ah non, je suis d'accord là-dessus. Surtout en freelance. Surtout en freelance, mais même en tant qu'entrepreneur. Je veux dire, j'en suis la preuve. Oui, tu oui. vois. Et là-dessus, ça, c'est un truc aussi. C'est une question où... parce que moi, j'ai pas mal... C'est pas complexé, mais... pas complexé, c'est pas le bon terme, mais je me suis un peu... pas flagellé non plus, mais enfin tu vois, j'étais pas complètement à l'aise. Certains moments, je m'en voulais un peu. Voilà, c'est ça. Je me suis un peu reproché le fait de pas avoir tu vois, ne pas avoir d'organique en fait, tu vois, ou très peu d'organique, une interview par-ci par-là. Oui, oui. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, dans le cadre de ce business, ça représente un avantage que d'autres n'ont pas. À savoir, en fait, moi, c'est un actif. Moi, c'est un actif. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est revendable. Ah oui, ton activité, elle est revendable parce qu'elle ne dépend pas de moi. Et ça, je l'ai... Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il faut aussi se décomplexer avec ça. C'est pas plus difficile, c'est même... Enfin, dans la mesure où tu as une bonne stratégie, tu peux monter un business dans lequel tu n'es pas la figure principale, où tu n'as pas forcément tu vois, le statut d'influenceur, tu n'es pas le machin. Et c'est hyper OK. Alors, et du coup, c'est ça en fait. Le bénéfice derrière, c'est que tu vas pouvoir structurer ta boîte, elle va devenir revendable. Juste pour que ce soit clair pour éventuellement quelqu'un qui écoute. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu as ta boîte qui dépend de ton image, personne ne voudra jamais te la racheter parce que bah, toi, si tu disparais, quelque part, la boîte, elle vaut plus rien. Si ta boîte ne dépend pas de ton image, ce qui se passe, c'est que n'importe qui peut la driver, ta boîte. C'est plus du tout un problème. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et au début, un peu malgré moi, mais quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais attends, en fait, malgré moi, j'ai fait un coup de génie parce qu'aujourd'hui, ma boîte a une valeur de X fois mon chiffre d'affaires annuel, tu vois. Enfin, quand même, X fois le résultat annuel. Même si le marketing... Près de 2,5 fois, 3 fois. Ne dépend pas de toi, le formateur derrière, c'est toi. Bah, le formateur, c'est moi, mais les vidéos, elles restent.
Oui, les vidéos restent, ouais. Les cours, ils restent, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Si tu veux, en fait, l'acquisition, l'entrée de tunnel, elle ne dépend pas de ma présence sur les réseaux. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je veux dire, le mec qui reprend la boîte, il a... Alors, je ne suis pas en train de la vendre, mais je veux me laisser cette possibilité si un jour j'en avais envie, en fait. C'est juste ça. Et le gars qui reprend la boîte, il a un produit clé en main où il se dit, en fait, j'ai juste à reprendre les accès, je laisse le truc, je laisse les pubs, les machins, les tunnels pluggés comme ils sont aujourd'hui, et il n'y a aucune raison que ça continue pas à marcher exactement de la même manière. Ok. Bah, c'est intéressant et je sais que tu penses à ça depuis un moment. J'ai pas... Ouais, non, je sais. Après, moi franchement, pour ce genre d'entreprise, je demande à voir parce que je te challenge. Hein. C'est aussi une lutte du podcast, mais tu vois, les gens, ils achètent aussi pour la personne qui est derrière et qui tu es. Et dans ton cas, pour Copy Training, il y a, ok, ton site, c'est toi, mais ça pourrait être copytraining.com ou autre chose, tu vois, ça pourrait marcher. Ensuite de ça, la conversion, les appels, etc., ça peut être quelqu'un d'autre. Une fois derrière, les vidéos de formation, c'est toi, ça pourrait être mis à jour par quelqu'un d'autre. Mais en rejoignant le programme, les gens, ils rejoignent aussi parce que c'est toi derrière et qu'ils te font confiance, parce que c'est ton parcours, parce qu'il y a les coachings. Alors, tu peux en déléguer une partie et tout, mais si tu disparais complètement de la picture, je sais pas, je me demande si d'un point de vue d'un client qui va rejoindre ou client qui est dedans, tu vois, ces expériences restent aussi intéressantes. Ouais, écoute, non, moi je pense que ouais, en fait. Ok. En fait, je pense que ouais, et tu vois, là, ça typiquement, c'est exactement le type de... C'est un peu ce que je recherche, tu vois. Parce qu'en fait, en me posant cette question, ça me fait réaliser que... Je sais pas si je dois le dire, du coup. Je sais pas si je dois le dire, mais ça me donne une idée. Bon, grosso modo, l'idée, c'est que... Tu vas être remplacé par une IA et créer 12 000 business et les revendre. Non, un robot. Non, mais en fait, le truc, c'est que derrière, c'est plus l'entreprise que tu vends, c'est la méthode. Oui. Derrière, c'est la méthode machin, tu vois. Ouais. Ce que je veux dire, les exemples qui me viennent, je fais gaffe avec les exemples parce que là, tu vois, j'ai des exemples un peu religieux. Mais vas-y, mais on peut le faire, en fait. L'idée, c'est que... Le quatrième a créé une secte. Non, mais regarde. On s'en fout. Allez, vas-y, on s'en fout. Regarde, par exemple, quand les gens vont à l'église ou sont croyants, tu vois, j'ai envie de dire, c'est la méthode Jésus. Tu vois ce que je veux dire? C'est la méthode Jésus, mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui t'accompagne partout, etc. Tu vois, ça reste la méthode Jésus. Enfin, il est un peu con mon exemple, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, en fait, il suffit simplement que tu valorises la méthode pour que derrière, ok, c'est ton image de mec, tu vois, de bon copywriter, machin, Mais si derrière, ça reste ta méthode, en fait, et que cette méthode, elle est un peu brevetée, d'une certaine manière, tu vois. Mais Oui. En fait, je pense que ça change rien. Un peu comme... Mais ça, je pense que, ouais. Un peu comme quand tu vas dans un... Je demande à voir, parce que scaler l'activité de formation, coaching avec une personne principale, au bout d'un moment, tu peux plus tout gérer et tu peux déléguer les coachings, les machins, etc. Quand tu regardes les gros coachs, formateurs, tu as les Tony Robbins, les David Laroche, etc. Les gens savent bien que c'est pas David qui va avoir en coaching one-on-one avec eux, tu vois. Ils le savent et c'est la méthode qui s'achète et ok. Mais de là à revendre le business, à voir. Franchement, ce serait cool. Mais c'est pas pareil, parce qu'en fait, l'acquisition dépend de David Laroche. Le problème, c'est juste la question de l'acquisition. Je pense qu'une fois dans le programme, il n'y a plus de problème. Le problème, c'est vraiment la déco. Parce que regarde, en fait, le truc, c'est quoi? C'est de se dire, quand tu revends un business, tu revends de la rentabilité et tu revends aussi du potentiel de croissance. Le mec qui t'achète un business, il se dit, bon, il y a de la rentabilité et il y a un potentiel pour développer. C'est ça, en fait, qui l'intéresse. Mais sauf que si cette rentabilité, elle dépend de ta chaîne YouTube. En fait, si le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu fais X, je sais pas, mais je dis n'importe quoi maintenant, 300 000 euros de résultats nets, donc de profit chaque année, parce que les gens viennent depuis ta chaîne YouTube. Ça veut dire que demain, si ça dépend plus de ta chaîne YouTube, si tu arrêtes de faire du YouTube, tu vois,
les gens vont devoir venir d'ailleurs, donc potentiellement de la pub. Mais combien ça va coûter l'acquisition d'un client via la pub? Ça, il ne le sait pas en fait. Donc le truc, c'est qu'il se retrouve dans une situation où, avec ta chaîne YouTube, on pourrait dire que ça vaut 300 000 euros. Enfin, ça vaut 3 fois 300 000 euros. Enfin, tu vois, ça vaut, on peut se baser là-dessus. Mais si tu changes le modèle d'acquisition, c'est plus du tout la même chose. Combien va coûter un lead? Tu vois? Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Et, Ouais. et en fait, c'est juste ça le problème. Non, c'est intéressant. Mais tu vois, c'est marrant juste le fait de penser à revendre ton truc. Moi, j'avoue que moi, c'est un autre sujet, tu vois, mais le sujet du personal brand, moi, ça fait depuis 2014-2015 que je suis dans ce concept-là et que je le fais. Alors, au début, j'ai commencé, j'avais mon site, c'était un peu mon site d'entraînement, tu vois. Ensuite, c'était mon site avec je réalisais des articles de blog en anglais sur le marketing pour trouver des missions en freelance. Puis après, c'est devenu machin et ma marque, elle m'a suivi, peu importe si je montais une startup de course à pied, formation. Et pour moi, en fait, c'est aussi un actif que tu construis. Et moi, j'ai jamais pensé, et je pense même pas, tu vois, à revendre ce que je fais. Tu vois, typiquement mon activité de formation ou d'accompagnement, j'y pense pas. Peut-être que d'autres projets après, pourquoi pas. Si ça me permet d'atteindre mes objectifs à terme, on en parlera un peu après, je pense. Mais moi, c'est... En fait, comment dire? Même si je pouvais revendre l'activité, je sais pas si je le ferais, en fait, tu vois. Moi non plus. Mais du coup, ça veut dire que... Mais tu peux créer d'autres choses dans le genre avec cette méthode. En fait, moi, le truc, ce que je vois, c'est que si tu penses pas... Enfin, si tu te dis pas que ça peut être revendable, ça veut dire que tu construis quelque chose qui n'a pas de valeur. Ça a le pouvoir de te... C'est une machine à fric, à cash, tu vois, ça te génère de l'argent. Mais ça veut dire qu'en fait, tu es en train de bâtir un truc qui n'a pas de valeur. Et moi, c'est ça mon problème. Enfin, c'est pas ça mon problème, mais je trouve que pour moi, ça fait du sens. Parce que quand j'investis pour améliorer le produit, tu vois, voilà, peu importe, tu vois, améliorer les systèmes, améliorer le produit, quand tu... Machin, bah, en fait, tu as ce truc où tu te dis, tu es en train de faire prendre de la valeur à l'actif. Je dis pas que je vais le revendre, mais je dis juste que dans ma perception, c'est un peu pour moi, en fait. Oui, mais en fait, c'est que en investissant, en augmentant les profits et tout, ça te garantit plus ou moins plus d'argent au fur et à mesure, quoi. Ah, mais du coup, c'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me dis que... Ouais, je pense... Ouais, je sais pas. Mais... Non, mais c'est intéressant. Bah, c'est intéressant, hein. Parce que même moi, j'ai monté une start-up il y a entre 2017 et 2020 et quelques, et vraiment en mode start-up, tu vois. Genre, bon, on n'était pas trop partant pour lever des fonds, en tout cas 2 sur 3. On a grossi, on avait pas. T'es partant ou pas? Moi, pas trop, non. Moi, j'étais plus en mode bootstrap et c'est plus ma façon de voir le truc. Après, je restais ouvert, tu vois, mais revendre dans quelques années, on était tous les trois OK, parce que c'était technologique, tu vois. Alors que là, moi, en fait, je pense que ce qu'on fait, donc on a une activité de formation, accompagnement tous les deux. D'ailleurs, tous les deux dans des domaines différents pour aider les gens à quitter pour la plupart le salariat et se créer leur activité indépendante, devenir nomade ou autre. Et moi, c'est vraiment ma mission aussi personnelle, tu vois. Et du coup, cette activité de formation, accompagnement-là, enfin, moi, c'est un truc hyper important pour moi et qui m'accomplit. Mais si après, tu peux t'extraire un peu plus de cette activité-là de plus en plus et mettre ton temps sur une autre activité, ce que je ferai sûrement dans les années à venir, tu vois, dans ce cas-là, je me poserai la question de, OK, quel genre d'activité et qu'est-ce qui fait du sens, mais aussi, c'est quoi mes forces? Ça va être d'avoir ma communauté qui pourra peut-être me suivre dans ces projets. Mais tu peux aussi avoir une communauté qui suit dans les projets sans que le projet ce soit genre Ambroise Debré, tu vois. Ça peut être un projet de SaaS pour les freelances, pour les nomades, peu importe, tu vois, qui est un produit en tant que tel. Et voilà. Et tu vois, par exemple, tu as Stan Leloup qui a créé Schoolmaker, là, son outil sa SaaS de formation, de plateforme de formation. Je pense qu'il l'a aussi fait dans le but de diversifier ses activités et tout ça. Mais c'est un truc pour lequel sa communauté apporte des clients et fait aussi l'activité. Mais je pense que c'est un projet qui est beaucoup plus revendable, tu vois.
Mais tant que l'acquisition ne dépend pas de lui, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle dépend quand même beaucoup de Marketing Mania. Tu penses pas? Non. Ok. Je pense pas. Bon, faut leur demander, ils sont à Chiang Mai. Ah ouais. L'équipe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais non, mais je pense pas, En tout honnêtement. cas, au Je début, pense que ça leur a, c'est sûr. ça leur a permis de lever les premiers fonds pour financer le développement, mais je pense pas que ça. Je pense vraiment pas. Ouais. Et mais par contre, là où je te suis, c'est non, mais je suis d'accord avec toi en fait. Le truc, c'est que moi, c'est pareil. C'est pour ça que je te dis, j'envisage pas la revendre tout de Ouais, suite. mais un autre J'en sais projet, rien. tu y penses quoi. Mais moi, c'est ce qui me fait kiffer en fait, c'est d'accompagner les gens. C'est tu vois, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer. J'aime ça, donc là-dessus, je suis pleinement satisfait. Mais tu sais, je peux pas m'empêcher que de penser. En fait, j'ai envie de me laisser le choix de changer d'avis. Tu vois, me dire, bah peut-être que dans 3 ans, il se passe un truc dans ma vie. Et franchement, bon, j'ai pas envie de me porter la poisse et tout. Mais on le voit, tu vois, à chaque fois que certaines personnes, à chaque fois que quelqu'un vit par exemple un drame, mais ça peut être quelque chose de pas dramatique, au contraire, tu vois, mais vit un événement un peu lourd, tu vois, un peu, voilà. Souvent derrière, il y a des changements de vie. Ouais, ça peut être même moi. Ouais, même avoir un bébé, tu vois. Moi, j'ai des amis qui ont des bébés, ça leur change complètement leur quotidien et tout. C'est ça, mais moi, j'ai pas envie de me retrouver, tu vois, dans cette situation où il se passe quelque chose dans ma vie, et là, tout à coup, ça y est, j'ai plus envie tu vois, j'ai plus envie d'accompagner des gens, j'ai envie de me consacrer aux baleines. Tu vois, à sauver les baleines, c'est mon nouveau délire. Bah, comment je fais, en fait, tu vois, si... Faut que tu déménages. Il faut que je déménage. Non, mais tu vois, alors que là, si tu as ton actif et que tu décides d'aller sauver les baleines, bah, tu peux le revendre, tu prends ton cash et ça y est, quoi, en fait. Tu vois, tu n'es plus dépendant du truc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, toi, dans ce cas-là, tu vois, revendre, ça, en gros, tu donnes ton business à quelqu'un d'autre qui te rémunère pour ça. C'est m'ouvrir des portes au cas où je viendrais qu'à changer d'état d'esprit. Et après, c'est intéressant parce que je vois aussi des personnes que j'ai rencontrées entrepreneurs récemment, tu vois, qui ont une activité, contenu, formation et tout ça. Et en fait, ils ont envie de faire autre chose. Le business tourne, tu as envie de faire autre chose. Et donc, l'enjeu, c'est, voilà, ils ne peuvent pas le revendre ou autre, mais c'est de réduire au max leur implication dans les activités quotidiennes et dans l'activité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, mon activité, et toi, je pense que c'est pareil, en confiant les bonnes choses aux bonnes personnes et tout ça, ça pourrait être un peu un service. Tu peux avoir un service minimum, tu vois, qui ferait que tu continuerais au même niveau, plus ou moins. Mais le temps en plus qu'on passe, tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir en tête, mais je sais pas, tu vois, mettons, tu pourrais maintenir le truc, mettons, je sais pas, idéalement une demi-journée par semaine, tu vois. Non, non. C'est trop. Mais non, c'est pas ça, c'est juste que... Non, mais dans l'idée, si tu Ouais, mais non, même dans l'idée. Moi, si j'ai besoin de me consacrer aux envie baleines, de complètement... tu vois, j'ai besoin de tourner la page, quoi. Ouais, ok. Oui, donc c'est complètement pas tourner la page. Non, mais en fait, je veux me laisser la possibilité de pouvoir tourner la page. J'ai pas si... Alors forcément, tu peux avoir une petite... Tu vois, quand tu revends une entreprise, tu as toujours un moment où, dans les termes des contrats, machin, tu restes un peu. Mais encore que ça peut être vachement raccourci à partir du moment où tu as un playbook, tu vois, un livre de process bien établi. Mais le but, en fait, ce serait éventuellement de me laisser la possibilité de complètement tourner la page si jamais j'en avais envie. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est la vraie liberté. Ouais, ok. Moi, vu que, tu vois, moi, par exemple, ça se transforme en discussion là-dessus, mais moi, vu que mon activité, c'est moi, publiquement, les contenus et tout ça aussi, je pense que si jamais je sais pas, le freelancing disparaît, impossible, mais ou je sais pas, que ça me plaît plus, que j'ai plus envie d'être là-dedans, en gros, j'aurais 2 choix, tu vois, vu que c'est basé sur moi, soit je ferme cette activité-là et puis c'est fini, tu vois, soit soit tu le maintiens vraiment en mode minimum, quoi. Ouais. Et je sais pas, je trouve que ça reste toujours un peu dans ta tête, tu vois. Tu sais, de toute façon, quand tu fais plusieurs trucs à la fois, généralement, tu fais rien de bien. Ouais. Bah écoute, je profite du sujet, là, on a un autre sujet dans la liste qui est intéressant, je pense, pour aller plus loin là-dessus, c'est le sujet d'un truc sur lequel je suis tombé, en fait, il y a quelques semaines. Quand je suis arrivé à Bangkok, là, il y a 3 semaines, je pense que j'ai écouté un podcast où je suis tombé là-dessus, et c'est le mouvement du Fat Fire.
Donc, Fatfire, je pense que je t'en ai déjà parlé un petit peu. Mais je t'ai envoyé un lien pour checker, mais on en a parlé un tout petit peu, mais pas trop. Donc, en gros, Fatfire, c'est une variante du mouvement FIRE qui est genre Financial Independence, Retire Early. En gros, accumuler de l'argent de côté. En général, FIRE, les gens pensent à 1 million de côté. Et donc, ça veut dire, pour beaucoup de personnes, ça veut dire mettre le plus possible de côté, tout en gagnant le plus possible et en le moins de temps, tu vois, possible, pour après, basé sur ces 1 million qui sont en général pour les FIRE investis dans des ETF en bourse, pouvoir, en fait, te vivre de ça, quoi. Vivre des profits et que, voilà, toute ta vie, t'es ces genres de rentes-là qui te payent tes frais de vie. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours dérangé là-dedans, même s'il y a des principes intéressants, c'est que, en gros, tu vas te priver toute ta vie jusqu'à ta retraite. Et après, à la retraite, tu as un maximum de ce que tu peux dépenser, parce que voilà. Et du coup, je suis tombé sur Fatfire qui est plus ou moins les mêmes principes, mais en gagnant plus, en vivant bien et avec un argent de côté qui est plus important. Les Fatfire, en moyenne, ils parlent de 2,5 millions de côté investis. Et l'idée, c'est de pouvoir te payer une rente avec ça, c'est de 100 000 euros par an sur lesquels tu peux vivre, sans que ton 2,5 millions varie trop, quoi. Et après, il y a ça, mais il y a aussi des gens qui ont... tu regardes, il y a un subreddit là-dessus, et tu vois les situations des gens, c'est malade. Genre, t'en as, ils ont des salaires à 2-3 millions, mais ils ont des coûts de la vie à 2 millions, tu vois. Donc, il y a vraiment beaucoup de proportions et de trucs différents. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant comme concept parce que moi, j'avais toujours cette idée de prendre ma retraite, on va dire, à 40 ans. C'est un objectif que j'ai, tu vois, j'en ai parlé un petit peu. Mais je ne me retrouvais pas non plus dans le mouvement FIRE classique parce que je me dis, le 1 million de côté en 2023, c'était pareil que le 1 million de côté en 2010 ou en 2015. Tu vois, ça a changé, il y a eu le Covid, il y a eu l'inflation, ça continue, on ne sait pas ce qui se passe. Du coup, ça me plaît plus et ça me redonne un peu un objectif, un cap qui me paraît intéressant, sans me priver dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, sans avoir à me priver plus tard non plus. Et voilà, je voulais savoir un peu ce que tu en penses, toi, parce que je sais que tu étais dans ce milieu de l'investissement. Voilà, c'est juste une discussion. Non, mais carrément. Mais moi, en fait, je vais être un peu cru. Je pense que le mouvement FIRE, je pense que c'est très con, en fait. Parce que... Alors, je vais t'expliquer pourquoi, hein. Mais je pense qu'effectivement, c'est de la grosse connerie parce que, d'abord, comme tu dis, 1 million hier, c'est pas 1 million aujourd'hui. Et du coup, si tu veux pouvoir maintenir capital avec comment on appelle ça? L'inflation. Avec l'inflation, il faut que, parce que ça veut dire que tu arrêtes de travailler, on est d'accord. Donc tu as ton million, tu arrêtes de travailler et tu vis des intérêts. En gros, c'est ça. La version classique, c'est ça. Donc il y a plusieurs éléments. Premier élément, pourquoi je pense que c'est de la merde, c'est que donc tu dois aller chercher du rendement pour avoir tu vois, un rendement à peu près assuré et pas trop de volatilité, on va dire. Tu peux aller chercher 6-7%, on va dire, on est gentil, tu vois. Parce que voilà. Mais sur ces 7% de rendement, donc ça veut dire que tu as ton million, tu as 70 000 euros d'intérêt par an. D'accord? Mais si tu veux faire face à l'inflation, pour pas perdre de pouvoir d'achat dans la durée, ça veut dire qu'il faut que tu réinjectes une partie de ces gains, de ces intérêts, dans ton capital. Sinon, en fait, ton truc va fondre et ça sert à rien. Alors, il y a un autre modèle là-dessus, mais donc déjà, si tu veux garder ça, il faut que tu réinjectes. Donc ça veut dire que si tu réinjectes par exemple 40 000, il te reste 30 000 pour vivre. 30 000, c'est moins de 3 000 euros par mois. Moins de 3 000 euros par mois, c'est pas la grande vie, tu vois. Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien, mais tu vois, une fois que tu as payé tout ce que tu avais à payer, les impôts, machin, si tu veux voyager un peu, machin, en réalité, tu n'as pas une vie extraordinaire, tu vois. Ouais. Donc, moi, je me dis, d'abord, est-ce que ça vaut le coup se faire chier à vivre comme un clochard pour mettre un maximum de côté pendant X années pour arriver à 1 million et continuer à vivre ultra simplement? Moi, je trouve que c'est vrai. Mais ça, c'est nul. Ça, c'est le premier point. Alors, t'es toujours en mode scarcity mindset toute ta vie, en fait. Mais c'est toujours, je veux dépenser le moins possible pour après
pouvoir dépenser le moins possible. Tu vois. Et en fait, c'est contre-productif. Mais juste avant, un tout petit truc, c'est que il y a un autre modèle. Moi, je ne suis pas du tout un pro du FIRE, mais j'ai déjà entendu le truc, c'est de se dire, OK, j'arrive à tel âge, je prends tant de pourcents et après, je bouffe le capital aussi tous les ans. Tu vois, donc en fait, là, ça te permet d'augmenter un peu, mais je veux dire, c'est pas non plus la grande vie. Ouais, mais je pense que le FIRE, du coup, ils disent que en gros, tous les ans, tu prends 4%, tu vois. Parce que le taux de rendement est censé être à 7% et quelques, et du coup, tu laisses 3% pour l'inflation ou autre, tu vois. Oui. Et que globalement, ça se lisse plus ou moins, quoi. C'est ça. Mais tu as aussi un modèle, je sais plus comment ça s'appelle, qui dit qu'en fait, tu vas aller grappiller ton capital. En fait, tu arrives, mettons, à 40 ans, tu as 1 million, et après, tu prends les intérêts, plus un peu de capital tous les ans, et ça te fait avoir... Mais bon. Ouais. Tu as plein de modes. Tu as aussi, j'ai découvert le barista FIRE. C'est qu'en fait, donc, je crois qu'il faut avoir un certain montant de côté, et en fait, tu prends ta retraite, mais tu continues à bosser à mi-temps comme barista, tu vois. Et ils ont inventé plein de trucs. Tu as le Lean FIRE, c'est vraiment... tu pars vivre genre au pays le moins cher du monde et tu survis, quoi. Et ouais. Du coup, je sais pas si tu avais fini là-dessus. En tout cas, par rapport au FIRE, tu as parlé, mais c'est par rapport au Fat FIRE, comment tu vois le truc, toi? Ouais, alors ça, pour le coup, je pense qu'en fait, du coup, je fais le lien et pourquoi est-ce que je pense que c'est contre-productif? Tu sais, moi, je répète à qui veut l'entendre, tu vois, tire l'arigot, que je crois vraiment en la force de l'environnement. En tout cas, pour moi, c'est le levier qui a le plus d'impact sur ma perception du monde. Je ne vais pas rentrer dans un truc trop perché, mais tu sais, j'en parle assez régulièrement, c'est que, en fait, je crois que ce qu'on appelle croyance limitante, c'est souvent un peu mal compris. On a l'impression que croyance limitante, c'est pour dire des mensonges, des choses qu'on nous fait croire. Croyance, tu vois, on m'a fait croire que ça. Mais en fait, non. Croyance limitante, c'est la perception qu'on a du monde. Et on a chacun notre perception du monde. Personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde a raison. Enfin, tu vois, on s'en fout. Mais pour certains, le gagner X euros par mois, c'est beaucoup. Gagner 2000 euros par mois, c'est beaucoup. C'est ça, c'est la perception du monde. Et il a raison, tu vois. Et pour d'autres, gagner 50 000 euros par mois, c'est que dalle. Et il a raison aussi, en fait. On a chacun notre perception du monde. Et en fait, cette perception, c'est ça les croyances. Et quand tu commences à avoir... c'est quand tu as des croyances qui sont sous tes objectifs que ces croyances vont te limiter. Tu vois, genre par exemple, je veux gagner 100 000 euros par mois. Mais dans ma perception du monde, gagner 2 000 euros par mois, c'est déjà beaucoup. J'ai raison, tu vois. Dans un cadre donné, 2 000 euros par mois, c'est beaucoup d'argent. Mais au vu de mes objectifs, c'est une croyance qui est limitante. Ça rend en fait mes objectifs impossibles. Donc pour moi, le premier levier pour justement se délimiter, faire péter les plafonds au niveau de ses croyances et commencer à s'ouvrir à d'autres choses, c'est l'environnement. En fait, c'est être au contact, direct ou indirect, tu vois, direct ou au travers des livres, des podcasts, des machins, des podcasts, tu vois, tout ça, avec des gens qui me montrent que c'est possible, en fait. Et là-dessus, des gens qui me montrent que c'est possible, ça c'est hyper important. Parce que moi, pour le coup, tu vois, ici, tu vois, on a un environnement et tu as des personnes qui sont vraiment dans les étoiles. C'est hallucinant le niveau de réussite. Mais quand tu es avec eux, tu me dis, on n'est pas exactement pareil, tu vois. Moi, je me dis ça, tu vois, je me dis, on n'est pas exactement pareil. Donc, du coup, ça ne m'inspire pas tellement et j'arrive pas à m'identifier. Donc, en fait, ça a plutôt un effet négatif, quoi. Ouais. Bref. Mais du coup, en fait... Il faut être un allié. Mais c'est exactement. C'est exactement ça. Donc, du coup, c'est pas fait pour moi, machin. Mais du coup, quand tu te restreins sur tout, quand tu vis dans l'appartement le moins cher possible, quand tu as un mode de vie qui est tout pourri, quand tu dépenses rien, quand machin, tout ça pour mettre un peu d'argent de côté, mais quelque part, tu es en train de forger ton univers et de construire des croyances qui sont que 1 000 euros, c'est beaucoup, tu vois. Donc déjà là-dessus, tu te limites. Et ce qui fait que tu vas te rendre incapable de gagner beaucoup d'argent. Mais c'est complètement con pour moi, tu vois. Parce qu'au contraire, l'idée, c'est plutôt d'aller, tu vois, investir dans des trucs qui vont me permettre de faire péter ces niveaux de croyances
tu vois, bon, après, c'est différent en fonction des moyens et de là où tu en es, mais aller te payer un bel hôtel, c'est des choses dont on parle et qu'on s'autorise, tu vois. Euh, euh, Ouais, des voyages, des kiffs, un peu de tout, quoi. De passer au niveau d'au-dessus. en fait, passer au niveau d'au-dessus, bah, c'est hyper important parce que ça te permet de faire péter les croyances, ça te permet d'être aussi au contact. Tu vois, alors, on peut en parler, on s'en fout, mais quand on se fait par exemple des beaux hôtels, moi je sais que au départ, tu te retrouves là-dedans, c'est pas ton monde au départ. Première nuit, tu as l'impression, tu sais que les gens sont pas trop comme toi. Tu sais, as l'impression d'être un peu un extraterrestre dans le truc, tu vois, c'est bizarre. Au bout de 3 jours, tu es dans le hall, tu es à l'aise, tu es chez toi, quoi. Tu vois, limite, ça y est, c'est bon. Mais tu te rends compte, en 3 jours, tu as dépensé quelques centaines d'euros et tu es passé d'un univers où payer X euros, tu vois, Où le 5 étoiles, c'est pour les riches, alors en fait, bah, pas tant, quoi. Enfin, ou en tout cas, c'est accessible. Ou en tout cas, bah, c'est pour moi, quoi. Enfin, tu vois, j'en fais partie, je peux m'identifier à ces personnes-là. Et ça te fait penser autrement, ça te fait passer au niveau du dessus. Et c'est pour ça, en fait. Je pense que le côté FIRE, tu vois, dans l'idée, mettre de l'argent de côté pour l'investir et après vivre de tes intérêts, bah, j'ai envie de dire, bien sûr, mais tout le monde doit faire ça, tu vois, sauf, enfin, je veux dire, créer un patrimoine qui va te permettre d'en vivre derrière et de te mettre en sécurité. Mais là où je pense que c'est une grosse connerie, c'est de vivre comme un clochard pour se construire ce patrimoine. Parce qu'en fait, certes, tu vas mettre des euros de côté. Aujourd'hui, il suffit de faire les calculs avec les intérêts composés. N'importe qui au SMIC est capable de devenir millionnaire au bout d'un moment, tu vois, simplement en investissant. Mais est-ce que c'est ça que tu veux, tu vois? Bah, je vois pas d'intérêt, moi. Alors, sachant que tu peux gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simplement en faisant péter tes barrières mentales. Mais des fois, je vois une barrière un peu dans le même domaine que je vois souvent chez les gens. C'est notamment les gens que je côtoie ou le contenu que je crée aussi. C'est genre comment est-ce que je peux vivre le moins cher possible quelque part. Et en soi, je crée du contenu là-dessus, ça m'intéresse. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est quand les gens se font plumer comme des pigeons. Tu vois, c'est que on te vend un truc à 3000 € qui en vaut 1000, tu vois. Ça me saoule. En soi, payer le juste prix du truc, c'est OK. Mais t'as des gens, en fait, ils vont faire un travail de malade pour économiser genre 100 € par mois, alors qu'ils sont freelance, qui peuvent contrôler combien ils gagnent, plutôt que se dire, OK, je me paye un truc 100, 200 € par mois en plus. En freelance, ça représente 4, 5, 6 heures de travail sur le mois. Ouais. Et ils vont vivre dans un truc chiant, pas confortable, où ils vont être grumpy tout le temps, etc. Alors qu'ils auraient pu avoir un truc beaucoup mieux en bossant un tout petit peu plus, quoi. Ou alors, ils pensent pas... En fait, c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'influer sur combien tu gagnes quand tu es indépendant que d'arriver à réduire. À un moment, tu peux pas, quoi. Tu peux négocier des petits bouts, des petits trucs, mais t'as un beaucoup plus gros upside à aller chercher plus. En fait, à effort égal, c'est plus facile de gagner plus que de dépenser moins. Voilà. Mais ça, clairement. C'est ça. Il y a des petits trucs que tu peux mettre en place rapidement qui te font économiser, OK. Mais la plupart des trucs, c'est l'inverse, en fait. C'est plutôt que de dire comment je peux payer le moins cher, c'est comment je peux faire pour payer un petit peu plus, tu vois. Et ça change beaucoup de trucs. Mais rien qu'avoir un client à 1000 €, par exemple. Ouais. Les efforts que tu dois faire dans ta vie pour réduire tes frais de 1000 €, tu fais comment pour réduire tes frais de 1000 €? Non, mais aujourd'hui, tu vois, si je te dis, vas-y, réduis tes frais de 1000 €, ça va être compliqué, tu vois. Mais je pense que gagner un client de plus à 1000 €, les efforts sont... Ouais. Ça vient aussi du fait que l'être humain, psychologiquement, t'as plus tendance naturelle à vouloir garder ce qui est à toi ou perdre le moins possible, tu vois, que à le potentiel de gagner plus, tu vois. Ouais. C'est ce truc-là. La version à la perte. Ouais, c'est ça, exactement. Les mots du copywriter. Mais tout à l'heure, tu as dit un truc aussi que, tu vois, c'est aussi le truc marketing, copywriting, enfin, c'est l'influence marketing, copywriting, en tout cas, ce qu'on utilise beaucoup, mais tu as dit, en fait, ce qui me dérange, c'est quand les gens payent pas le bon prix. En fait, moi, je pense que ça, c'est un concept, pour moi, c'est un concept qui est pas bon. Parce qu'en fait, la valeur qu'on accorde aux choses, c'est toujours une question de valeur perçue. Moi, c'est ma perception, c'est mon truc, tu vois. Et en fait, en fait, tu vois, toi, t'es prêt à payer un café, tu vas être prêt à payer un café, tu vois, 100 bahts, mettons.
Ça fait combien? 3 euros. 3 euros. Tu vois, ça arrive. Hein. Enfin, tu sais, ici, on en a à 300 bahts pour un café. Pour d'autres, ça va être complètement hors de prix, tu vois. Mais parce que toi, tu accordes de la valeur au fait que le lieu, il est cool, que ça va te permettre de te détendre, etc. La valeur que tu perçois dans le fait de payer ces 100 bahts, pour toi, elle est largement supérieure. Tu vois, l'ouvrier qui veut juste se prendre un petit café vite fait sur un coin de table, il va pas payer ça. Pourtant, c'est le même café. Toi, tu as envie de le payer, lui, non. Et c'est la question, c'est vraiment la valeur, qu'est-ce qu'on perçoit dans le truc. Et donc, pour moi, tu vois, en plus, j'ai un exemple en tête, j'ai un pote, un ami qu'on a en commun. Bon, on va pas dire son nom, parce que voilà, mais il va peut-être pas. Bref. Il a un super, il vend un outil en ligne, et la question du prix se posait vachement, tu vois. Et il me disait, putain, mais je l'ai déjà vendu plus, je sais pas, plus de 3 000 euros cet outil. Et là, toutes les personnes quand je leur dis 3 000 euros, elles me disent c'est trop cher, tu vois. Donc elles sont pas prêtes à payer le truc. Je dis, baisse ton prix. Il me dit, non, parce qu'en fait, les gens sont prêts à payer plus cher. Mais en fait, le problème, c'est juste la question de à qui tu t'adresses. En fait, à un moment, tu sais, c'est un peu le sujet, quoi. À un moment, il s'est adressé à des gens qui étaient prêts à payer plus de 3 000 euros pour l'avoir. Et maintenant, il s'adresse à un autre bassin de personnes qui ne perçoit pas autant de valeur dans le truc. Ça ne veut pas dire que son outil, il est décoté. Ça ne veut pas dire que son outil vaut moins cher. Ça veut juste dire qu'aux yeux des personnes à qui il s'adresse aujourd'hui, son outil n'a pas la même valeur, tu vois. Et autant le même outil, tu le vends à une multinationale, ils sont prêts à mettre 100 000 euros pour l'avoir. Tu sais, il suffit de regarder les outils franchement, tu as des outils, c'est les mêmes. Tu sais, les trucs d'emailing, logiciels d'emailing, d'autorépondeur, machin. Tu as des CRM, des trucs. Tu passes de 0 à 10, tu vois, pour le même outil, indépendamment de à qui ça s'adresse. Ça s'adresse aux grosses entreprises ou aux particuliers, quoi. Donc ouais, je pense que c'est toujours une question de positionnement. Hein. Ouais, moi je parlais plus dans le monde du tourisme, tu vois, genre. On parlait de prix de logement et tout, et non, mais c'est plus en fait, si t'étais prêt à payer ce truc-là, ouais. Mais si, mettons, tu t'achètes un truc et 2 semaines après, t'as un pote qui achète le même truc et que il a juste essayé de négocier un peu ou autre, tu vois, ou alors le mec l'a considéré différemment, et que toi tu l'as payé 2 fois plus cher. C'est plus le remords aussi de le trouver par la suite. C'est comme moi quand j'étais l'année dernière au Maroc. Donc on allait de Marrakech au désert d'Agafé pour un week-end avec des potes dans un Célinas, là, un peu un camp dans le désert, très cool. Et il y a une fille que j'ai rencontrée là-bas. Elle a pris le service de taxi du Célinas, tu vois. Genre, elle a payé, je crois, 60 euros son taxi une demi-heure. Moi, j'ai été dans la rue, parler avec des taxis, tu vois, essayer de trouver un prix qui était honnête. Je crois que j'ai payé 15 euros le même trajet. Ouais. Elle était dégoûtée de payer 60 euros? Ouais. Ça, c'est différent. Mais pour moi, il n'y a pas de problème, en fait. Elle aurait pu aller dans la rue. Oui, non, mais c'est juste qu'en fait, elle connaissait pas les différentes options, tu vois. Et dans la rue, c'était un peu plus chiant, peut-être. Mais pour moi, c'est ça. Mais en fait, tu vois, c'est exactement le même truc. Quand tu arrives à Paris par l'aéroport, t'as le choix de prendre un taxi. Ça coûte 60 euros, je pense, pour rejoindre le centre de Paris. Ou alors de prendre le RER. Ça coûte 10 balles. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, mais c'est juste si mettons, t'étais pas pressé pour le temps, etc., et tu connais pas l'option du RER, tu vois. Ah, mais si tu connais pas, c'est autre chose. C'est si tu crois qu'il n'y a pas d'autre option, pour moi, c'est autre chose. Mais là, après, c'est... Voilà. Mais t'as ça, alors t'as le côté où, ouais, effectivement, tu connais pas les options, du coup, par défaut, tu penses qu'il y a que ça. Mais je trouve que c'est pas se faire avoir. Je pense pas que ce soit se faire avoir. Et après, t'as effectivement le truc... ça, c'est un truc qui m'énerve aussi, tu vois, c'est quand en gros, on va cacher les autres options. Ouais, mais c'est ça, en fait. Tu vois, on va te mentir, en fait. Mais ça, après, à partir du moment où on te ment, j'estime que c'est de l'escroquerie. Moi, c'est ma perception. S'il y a mensonge, c'est escroquerie. Parce qu'en fait, tu biaises la valeur perçue de la personne. Mais si la personne connaît toutes les options et qu'elle choisit de passer par la plus chère, pour moi, c'est hyper OK, quoi. C'est hyper OK, quoi. Et heureusement. Et voilà. Et du coup, la version FAT,
Ouais, bah ça, je trouve ça plus intéressant. Mais en fait, regarde, la version de Fat Fire, c'est quoi? C'est juste, je me crée un patrimoine, en fait. J'entreprends, je gagne bien ma vie, je me crée un patrimoine, et quand j'ai envie d'arrêter de travailler, mais on a mis le nom Fat Fire dessus. Mais bon. Oui, non, c'est sûr, parce que c'est une façon un peu différente de le considérer. Ouais, c'est ça. Mais c'est n'importe quel entrepreneur, investisseur, quoi. Ouais, mais ce qui m'a étonné et surpris de cette communauté Reddit, c'est que la plupart des gens là-dedans, ils sont employés. Tu vois, moi, pour entrepreneurs, ok, c'est logique, tu vois, c'est beaucoup mieux que Fire normal et plus challengeant et tout ça. Mais beaucoup de gens sont employés, tu vois, donc pour eux, ça va être un vrai changement. Moi, je sais pas si j'atteins mon objectif à 40 ans. Est-ce que j'ai vraiment arrêté de faire les trucs? Je pense pas, tu vois. C'est comme quand tu as été actif ta vie, à la retraite, t'arrêtes pas d'un coup, sinon tu tombes malade et tu meurs. Mais ça, je pense qu'on retombe exactement sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. En fait, ça dépend. Pour moi, attends, excuse-moi, mais le truc, ça dépend, c'est que si tu es salarié et que tu fais ton job par défaut pour justement, là, c'est autre chose. Effectivement, 40 ans, tu une barre, tu fais merci, et ça y est, j'ai ma thune. Mais si tu es entrepreneur, c'est pas la même chose. Parce que si tu es entrepreneur, si on reprend l'idée qu'on a dit tout au départ, à savoir, c'est le kiff qui t'amène au succès et pas le succès qui t'amène au bonheur, tu vois. Oui. The happiness advantage. Donc, si on part du principe que c'est le bonheur qui t'amène au succès, ça veut dire que tu as atteint ce succès parce que tu étais heureux dans ta vie. Oui. Donc, tu vas pas te dire, à 40 ans, j'arrête d'être heureux. Tu vois. C'est encore un truc de dire que tu kiffes ce que tu fais au fur et à mesure. Ouais. Versus se priver avec un job chiant, mais qui paye bien, quoi. Parce que du coup, tu prends tes décisions juste là-dessus. Tu vois, si on te propose d'être banquier demain à 300 000 € par an, tu sautes dessus alors qu'en fait, ça va être horrible, tu vois. Donc, ouais. Non, mais en tout cas, intéressant. Et il y a le truc de retraite aussi, là, tu vois. Genre, mettons, tu as un objectif comme ça que tu atteins à l'âge que tu t'es dit ou même avant. Peut-être que en fait, je regardais les témoignages des gens, tu vois, il y en a qui disent que leur vie change complètement. Mais je pense que c'est parce que leur vie d'avant n'était pas agréable et ils étaient vraiment en mode genre rat race, mais pour ça, tu vois. Il y en a qui disent que ils sont moins, depuis qu'ils sont à leur retraite, ils sont moins énervés sur la route, ils font plus attention aux gens autour d'eux, etc. Mais je suis là, mais pourquoi vous faites pas ça maintenant déjà, tu vois? Vous ne profitez pas du chemin. Si tu fais ton truc Fire et que tu es censé avoir ta retraite à 40 ans, mais qu'à 35 ans, tu as un cancer et voilà, c'est-à-dire que tu t'es privé pendant tes 10 ans. Parce qu'on pourrait dire, tu sais, que c'est des gens qui manquent d'informations, mais ils ont trouvé le principe, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont fait des recherches et ils sont tombés sur le truc Fire, machin. Ouais. Bah, c'est quand même bien populaire maintenant, le truc. Ouais, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est populaire, tu vois. Gagner plus d'argent, c'est populaire aussi. Et je t'avoue, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Faut m'expliquer. Moi, je trouve ça très con. Je trouve que c'est très con, en fait. Tu dois en avoir quelques-uns à Chiang Mai, des Fire qui sont venus là et qui vivent là parce que c'est moins cher aussi. Ah bah, qui nous explique. Ouais. Pendant qu'on voit des mecs de 50 ans et quelques là. Ouais. Est-ce que c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est de la connerie de sacrifier... Moi, je trouve que sacrifier pour après encore avoir moins, c'est la connerie. Par contre, le Fat Fire, je trouvais ça intéressant parce que tu continues à profiter. Oui, tu penses à construire un patrimoine, ce qu'on disait. Et tu as peut-être un âge où tu dis, OK, je peux lever un peu le pied, ou ça te motive en tout cas. Tu vois, c'est aussi le truc. D'autres projets, quoi. Tu vois, qui sont peut-être moins rémunérateurs, mais de toute façon, je pense que quand tu entreprends, quand tu es entrepreneur, quel que soit le niveau, tu t'arrêtes jamais vraiment, quoi. Mais puis l'environnement, comme tu disais, ça influe beaucoup. J'ai rencontré des entrepreneurs qui sont remote, entrepreneurs web, etc., qui habitent en Thaïlande et qui habitaient à Chiang Mai et qui sont partis parce qu'ils disaient je suis pas assez challengé, tu vois, tu vis bien avec 1 500, 2 000 € par mois. Du coup, ils sont partis à Phuket où ils se louent des villas à 10 000 € par mois et ça les challenge, tu vois. Du coup, c'est assez intéressant. L'environnement aussi influe. Enfin, tu peux trouver cet environnement-là aussi à Chiang Mai, mais ouais. Après ça, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'effectivement, tu peux... Il y en a toujours, hein. Je trouve toujours des contre-exemples, machin, mais je suis convaincu, ouais. Je suis convaincu que si demain, tu te prends en fait, ça dépend des personnes aussi, tu vois. Ça dépend des personnes. Mais je suis assez convaincu, ouais, qu'en changeant d'environnement, en changeant ton style de vie, tu peux changer de mindset et upgrade. Mais, ouais. Tiens, regarde, qu'est-ce qui te... Est-ce que... Il faut que tu trouves... Regarde. Il faut que tu trouves... Mais vraiment, tu vois, tu me dis pas des trucs genre abusés. Il faut que tu trouves... Qu'est-ce qui pourrait te faire retourner au salariat? Genre, il y a un mec qui me dit, écoute Ambroise,
je peux te donner le job que tu veux, le salaire que tu veux, mais du coup, tu dois dire le point de bascule, toi, les conditions que tu veux, et tu deviens salarié. Où tu veux. C'est compliqué comme question. En fait, moi, j'ai eu mon premier et seul job que j'ai eu. J'ai commencé en tant que freelance et ils m'ont embauché après. Donc, j'ai eu la version freelance, etc. Bon, c'était mon stage de fin d'études que j'ai transformé en freelance. Mais le job que j'avais sur le c'était... Ouais, c'est sur le papier, c'était... Ouais, où t'habitais, ouais. Et sur le papier, le job était génial pour moi. C'était, j'étais chef de produit, je faisais du growth marketing pour des apps. Il y avait du budget, une équipe et tout. C'était à la fois dans le technique et le marketing, si j'allais bien. Dans des bureaux cool, où il y avait les startups, il y avait Uber à côté et tout ça. Les collègues étaient sympas et tout. Ouais, très cool. Franchement, ouais, à côté, ouais. Et des tas de ping-pong, des machins, boissons illimitées. Ouais. Ouais, je sais, c'était les voisins. On allait de temps en temps. Et du coup, mon job que j'avais, franchement, sur le papier, c'était bien. Ce qui me frustrait le plus, moi, c'était le manque de contrôle sur ce qui se passait, tu vois, les décisions qui étaient prises et tout, pour des projets que je menais moi, tu vois. Donc, je réponds pas à ta question encore, hein, mais je me brode pour trouver une réponse. Bah, vas-y, je te pose des questions. Regarde, je te challenge. Toi, ce que tu kiffes, c'est le growth, ok? Ouais, donc oui. Ok. Donc, je te dis, Ambroise, j'ai besoin d'un growth. Ça va être... Ok, j'ai besoin d'un growth. C'est 500 000 € par an net. Mais par contre, tu es sédentaire et dans la ville que tu veux. Est-ce que pour 500 000 € par an dans la ville que tu veux, tu es prêt à y aller ou pas? En étant sédentaire, en ayant des vacances. En ayant des vacances normales et tout? En vrai, je pense pas. Parce que moi, je place ma liberté quotidienne et de ce que je veux faire avant ce que je gagne, tu vois. En fait, mon activité, je pense que maintenant, ce serait différent aujourd'hui, mais pendant des années, j'aurais gagné plus en étant freelance en growth à 100% qu'en lançant mon business, en fait, tu vois. Donc ce choix-là, je l'ai fait aussi un peu avant, le choix pur de l'argent, tu vois. Pareil, je pense que j'ai même 1 million. Bah oui, mais toi si tu avais continué dans la finance, investissement, peut-être que tu aurais un super gros salaire. Non, je pense pas. Non, mais c'est vrai, en fait, j'étais super nul, j'étais un mauvais commercial. Et en fait, c'est des jobs de commerciaux Ouais. et de réseau. Oui, ouais. Et j'étais super nul. Non, mais franchement, je pense que ce choix-là, moi, je l'ai fait bien avant, parce qu'il y avait mon boulot où j'étais quand même bien et tout ça. Il y avait quelques trucs qui me saoulaient, mais voilà. Quand je suis parti, par la semaine avant que je démissionne, il commençait à me proposer des promotions. Donc j'allais, en tout, bonus et tout, j'allais presque doubler mon salaire, tu vois. Et je le savais. Et j'avais un pote qui venait d'avoir promotion, qui avait fait les mêmes études que moi. Tu savais que t'allais poser ta démission? Non, ils étaient surpris, c'était le hasard. Mais tu vois, j'allais avoir des sujets intéressants et tout. Et donc ce choix-là, je l'ai fait à ce moment-là aussi, tu vois. Mais j'étais déjà freelance depuis longtemps. Je savais combien je pouvais facturer en freelance si je voulais, j'avais d'autres projets. Bon, c'est un choix pour beaucoup de gens que tu fais un peu avant, si c'est toi qui démissionne. Si tu te fais virer, peut-être que c'est différent. Tu as toujours ce truc. Mais en fait, même si tu acceptais cette offre alléchante, je pense que dès la première semaine, ou 2 semaines, 1 mois, tu regrettes, quoi. Tu te détestes. Et en fait, tu le vois dans les gens, on aide un peu le même profil de personnes qui veulent se reconvertir et sortir du salaire, etc. Et t'en as qui comprennent bien, qui sont pas heureux dans leur boulot, dans leur quotidien, dans leur quotidien en général. Beaucoup mettent la faute sur le boulot, tu vois. Ah, mon boss, il est chiant, les conditions, mes collègues, ils sont relous, Olivier de la compta, il me saoule, machin. Et en fait, donc, ils se disent ça, le constat, c'est le boulot, c'est pas bien. Donc, ils vont aller chercher un autre boulot, etc. Bon, peu importe de la façon dont ça se fait, s'ils démissionnent, s'ils se font virer, rupture conventionnelle, etc. Dans un moment, ils retrouvent un autre boulot, un peu le même style et tout. Au début, tu as la phase lune de miel, c'est super. Ils sont nouveaux, ils sont sympas, ils m'intègrent, je suis mieux payé et tout ça. Mais au bout de quelques temps, c'est le même truc, tu vois. C'est un peu ce cycle qui se répète, tu vois. Et t'en vois plein des gens comme ça qui changent de boulot pour augmenter leur salaire. Au Canada, c'est hyper court parce que tu as beaucoup moins de délais, de rétractation. Enfin, quand tu démissionnes, tu dois donner 2 semaines à la boîte, tu vois.
Ouais, mais en France aussi, ça se fait. Hein. Ça se fait aussi. C'est des classiques, tu sais, les mecs, ils vont bosser, les consultants, ils passent par telle boîte qui est réputée être super dure. Donc leur challenge, c'est d'aller bosser 2 ans dans cette boîte où ils les traitent comme des merdes et comme ça, derrière, ils sont vachement Ouais. employables ailleurs. C'est un peu le truc, genre, quand j'aurai de l'argent, je serai heureux, tu vois. C'est un peu le même truc, à notre échelle. Mais du coup, tu vois, tu as ce truc-là, et donc je pense que, ouais. Je comprends. Franchement, je comprends, mais Bah, moi, je pourrais pas. il y a des fois, je pense que c'est... Enfin, dépendamment des profils, moi, j'ai des potes qui font des salaires monstrueux, typiquement en Amérique du Nord, dans différents domaines, tu vois. Mais ils ont une vie... Enfin... Tu sais, il y a les hôtels de consultants, des machins et tout ça, pour te voir un peu le truc, les avions, mais ils ont une vie pas très heureuse, dans le fond, quoi. Il y en a qui arrivent à bien gérer le truc. Ouais, il y en a qui arrivent à bien gamer le système et tu vois, mettre leurs contraintes et leurs trucs et charbonner quand il faut. Mais il y en a où, en fait, peut-être sur le plan monétaire, ils sont gagnants, mais en fait, ça les oblige à vivre dans des villes où le coût de la vie coûte une blinde, à impressionner leurs collègues qui gagnent autant qu'eux. Donc c'est... Après, tu vois, là, j'ai des amis que tu as croisés ce week-end. Là. Enfin, je pense à cet ami, c'est un ami de fac, donc ça fait longtemps. Et lui, pour le coup, il a toujours mis la priorité dans ses jobs sur le temps libre. Et du coup, il a un bon job, il est bien payé, il a été chassé un peu par Google, machin, qui lui proposait des meilleurs salaires. Mais lui, en fait, ce qui l'intéresse, c'est le temps libre et la responsabilité. Aujourd'hui, dans sa boîte, il me dit, j'arrive à 10h30, 11h, personne ne me dit rien. Et j'ai une équipe, de toute façon, qui, tu vois, lui, derrière, il rend des comptes sur le travail d'équipe parce qu'il est manager. Donc, tu vois, Ouais, c'est ça. Il faisait 2 jours par semaine, mais là, il est passé à 3 jours. Parce qu'en fait, si tu veux, ils avaient réduit, tu sais, ils les avaient mis un peu en remote, où ils devaient être 2 jours en présentiel au bureau. Maintenant, c'est ramené à 3 jours. Il me dit, mais les jours où je suis chez moi, et lui, c'est sa vie. Et il a une activité, il appelle ça son activité extrascolaire, tu vois, quand il plaisante avec ça. Mais je connais personne qui fait autant de choses dans sa vie que lui. Il voyage tout le temps sur des voyages vraiment cool. Franchement, il fait au moins, parce qu'il poste à chaque fois sur les réseaux, il fait au moins 2 spectacles ou 2 trucs par semaine, tu vois. 2 concerts, spectacles, machin, au moins 2 par semaine. Incroyable. Avec les sports à côté, les activités, machin. Et lui, franchement, il kiffe sa vie comme ça. Mais il a décidé qu'en fait, le travail allait venir alimenter son lifestyle et pas faire de son travail de pas intégrer son travail dans son lifestyle. Tu vois ce que je veux dire? Là, il s'est posé des questions à prospection qu'on se pose comme entrepreneur aussi. Oui, il l'a bien fait, mais c'est pour ça, en fait, je te dis, je porte pas de jugement là-dessus parce que je pense qu'en tant que salarié, tu peux vraiment faire un choix, le choix de la sécurité, miser sur le long terme, etc. Maintenant, moi, je pense que je pense que le truc, en fait, pour la raison pour laquelle je pourrais pas retourner au salariat, c'est que j'aime vraiment trop ce que je fais, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. Et je m'ennuierais. Et ouais. Moi, je me souviens aussi quand j'étais salarié, j'étais freelance à côté, mais j'avais monté des petits projets et tout, mais j'avais toujours le truc genre, et si, genre, je suis en train de passer à côté de mon truc, et si je lançais ça, qu'est-ce qui se passerait? Et si? En fait, c'est ce truc-là aussi qui, au final, me bouffait de plus en plus, quoi. Ouais. De te dire, bah putain, et si je faisais ça, autant j'aurais... Ouais, tu vois. Genre le fait d'être dans le boulot sur le papier parfait pour moi, et en fait, de dire, bah, ouais, mais ton rêve, c'était... Enfin, moi, mon objectif depuis fin 2012, c'est de devenir nomade, tu vois. J'étais pas nomade. Ah, mais ça, c'est mon fond d'écran, je te montrerai d'ailleurs, tout à l'heure, parce que là, c'est les téléphones qui filment. Ouais. Donc, du coup, je peux pas te montrer mon fond d'écran sur le téléphone. C'est... est-ce que... attends, mince, tu vois, je l'ai oublié, mais en gros, c'est... Est-ce que tu as tout essayé? Tu vois? Est-ce que tu as tout essayé? C'est con, mais c'est assez... Bon, c'est mieux écrit que ça. On le mettra en description, la phrase, parce qu'elle est pas mal. Mais je pense que c'est ce truc-là qu'est-ce qui se serait passé si tu avais fait ça, tu vois. C'est un peu le truc de ne pas te réveiller à 65 ans, puis l'âge de retraite reculant en continu, et te dire qu'est-ce qui aurait été différent si j'avais fait ça, chose. Et c'est un truc que, tu vois, là,
Bon, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais tu vois, c'est un peu quand on demande les raisons aux personnes âgées, enfin leur regret aux personnes âgées, elles te disent de ne pas avoir lancé mon truc, elles te disent d'avoir trop travaillé et tout ça. C'est un peu cliché de dire ça, mais je pense qu'il y a quand même du vrai derrière, tu vois. Mais ouais, mais après, ça dépend comment tu vois. Parce que moi je pense qu'aujourd'hui, je pense que, tu vois, on travaille beaucoup quand même. Est-ce que je considère trop travailler? Bah non, en fait, parce que j'aime ça, tu vois. Et la question, c'est ça, c'est si, Ouais. voilà. Mais tu peux quand même trop travailler en aimant ça, tu vois. On avait parlé quand j'étais en Corée, là. Et bon, la discussion, c'était super intéressant ce que tu m'avais dit. C'était de dire que pour toi, bah, le travail, parce que moi, je cherchais un peu l'équilibre, machin. C'est compliqué en tant que nomade en plus, mais de mettre le travail au centre comme un truc dont on a besoin et qui est bon pour nous, c'est bien, tu vois. Mais des fois, en fait, en travaillant trop, du coup, t'es crevé, du coup, tu profites moins du reste et tu fais moins de trucs. Du coup, c'est pas pour l'équilibre. Ça, c'est le truc, c'est que travailler moins. Moi, en tout cas, comment je le vois, c'est je travaille pas moins pour faire d'autres trucs. Ouais. Je travaille moins pour travailler plus. Parce que je sais que si je travaille trop, derrière, je perds complètement en productivité, en efficacité, en blabla, tu vois. Donc, en fait, travailler moins, c'est un moyen de travailler mieux derrière. Mais c'est lié, c'est stratégique, en fait. Ça m'est arrivé là, pas la semaine dernière, mais celle d'avant, j'étais à Bangkok. Je vais dans un café pour bosser sur un truc. J'avais un plan bien précis et moi, tu sais, le matin, ou même en général, je me fais un peu des sessions Pomodoro, tu vois, de 25 minutes ou dépendamment de la durée. Et ce matin-là, ça m'était pas arrivé depuis longtemps parce que j'ai oublié de mettre ça en place, en fait. Et maintenant, j'ai corrigé ça, tu vois, mais j'ai fait une session, genre je pense de 8h30 jusqu'à 13h, quand ma copine m'a rejoint, etc. Genre sur un truc en mode, genre, tu sais, tu perds complètement la vue de tout le reste, tu vois. Et je suis sorti de là, j'étais un légume tout l'après-midi, tu vois. Et je me suis dit, bah ça, c'est pas bon, tu vois. Parce que du coup, peut-être que j'ai été productif sur ce truc-là, mais je me suis grillé pour le boulot le reste de la journée, soit, si t'es productif, c'est OK. Mais, tu vois, t'es au resto, t'es là, t'es comme ça, t'as plus de jus, quoi. Et ça, je veux pas, tu vois. Et je préfère mieux répartir, prendre des pauses, équilibrer et tout. Et en fait, façonner mon truc pour que ce soit agréable et que je profite. Et il y a un sujet justement de la liste là, qui est intéressant là-dessus. On en a parlé un petit peu déjà. Mais j'ai remarqué un truc la semaine dernière, il y a 3 jours où je me suis réveillé sans réveil. 2 fois où je me suis réveillé avant mon réveil et une fois où j'ai pas entendu mon réveil. Je pense qu'il a pas sonné ou il y a eu un bug dans mon téléphone. Et c'était mes 3 meilleures journées. Genre, j'ai kiffé. Genre, j'étais bien dans mon truc, j'étais dans mon flow, productif. Le soir, j'étais bien et tout ça. Et du coup, là, j'arrête de mettre un réveil depuis ce moment-là. Et des fois, je vais me réveiller avant. Ce matin, je me suis réveillé à 7h30 sans réveil. Bah, nickel, tu vois. Des fois après. Mais je préfère arriver au café, genre à 10h et être rechargé, prêt, etc. plutôt que de courir après des cafés toute la journée pour essayer de me secouer, de me réveiller. Et en fait, tu finis la journée crevé. T'es pas fier de toi parce que t'as pas avancé comme tu voulais. Et en plus, t'as été chiant envers toi-même, mais aussi potentiellement envers les autres personnes autour de toi, quoi. Et Ouais, mais ça, moi, je suis jaloux hein, quand tu dis ça parce que. on va déjà dormir, bon. Je te mets le canon. C'est gentil. Non, mais le truc, c'est que. Non, mais de toute façon, ça, c'est. Le sommeil, c'est number one. Hein. Sur les humeurs, sur machin. Et en fait, le truc, je pense. Mais tu sais qu'il y a des. Mais non, t'as la bague Oura, là. Il n'y a pas un truc qui te réveille. Non, il y a. Ah putain, parce que t'as des applications, des trucs qui te permettent de te réveiller au bon moment dans ton cycle. Des réveils connectés qui te réveillent au bon moment dans le cycle. Mais ça, je pense que c'est. J'en ai eu pendant des années des apps comme ça, mais ça. Enfin, je sais pas, ça, j'ai pas jamais été convaincu par le truc. Le truc, c'est peut-être que l'app, elle marche pas bien. Mais. Oui, c'est de pas être réveillé quand t'es en sommeil profond. Ouais. Si t'es réveillé au bon moment. Ouais. Mais du coup, tu vois, maintenant, je mets plus d'importance, pas sur l'heure de réveil, mais l'heure de coucher, tu vois. Genre à 22h, j'ai l'alarme qui sonne, c'est OK, on va au lit, je vais me mettre à lire, je fais ma petite routine du soir, méditation, machin et tout. Mais du coup, je contrôle ça, donc je contrôle pas quand je m'endors exactement, je suis pas le mec, je me couche, je m'endors. Mais si un jour je me réveille à 7h30, le lendemain à 8h30, sur le lendemain à 10h, c'est qu'en fait, j'en avais besoin, tu vois. Et dépend des activités. Genre, moi, je sais que quand je fais une séance de sport intense ou un truc comme ça, j'ai besoin de plus de sommeil. J'ai toujours su, tu vois, je l'ai toujours senti. Mais là, du coup, tu laisses à ton corps le pouvoir de s'adapter et de se reposer, quoi. Et aussi, gros truc, c'est qu'avant, j'étais toujours le mec, genre, OK, après le repas du midi, sieste, quoi, et tout ça. Là, c'est les jours où j'ai pas mis de réveil, plus besoin de sieste. Et je bois moins de café aussi, tu vois. Et Non, ouais, c'est intéressant. Après, il y a un truc aussi, c'est que
t'as peut-être déjà expérimenté ça, tu sais, quand tu dors trop, derrière, t'es éclaté. Bah, franchement, oui, je connais, mais ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Prendre une douche froide. Ouais. Je pense pas que ça aide aussi hein, le matin. Ça me réveille. Oui, mais je prends toujours ça. Ouais. Ah bah, enfin, ici, c'est froid, c'est ce que ça me donne, quoi. Hein. Mais ouais. C'est pas très froid, mais quand je suis oui, quelque part, il fait froid, ouais. Mais ça réveille, ouais. Ouais. Mais ouais, du coup, découverte un peu de la semaine pour moi de ce côté-là, quoi. Pas possible. Moi, je dors. Là, en ce moment, toi, t'as pas ta copine ici. Mais moi, je dors pas tout seul et je dors avec quelqu'un qui sait. Naturellement ou pas? Ouais. Ah, ça, rien là. Quoi. Je dors trop tôt et j'ai un sommeil ultra léger. Et c'est le. Ouais. Est-ce que tu as essayé de te faire les bouchons d'oreille, trucs comme ça? Ouais. Ah, et toi, t'es le full kit, quoi. Et donc, mais le matin, t'as toujours tes trucs là et ça te réveille, c'est le mouvement du lit et tout. C'est peut-être le matelas, hein, parce que le matelas ici, ils sont. Bah, en fait, je pense que si l'un bouge, l'autre le sent. Mais t'as des matelas d'hôtel, typiquement dans les bons hôtels, où genre la personne à qui tu dors, elle peut sauter sur le lit, tu le sens pas. Alors, et tu vois, ça, quand par exemple, on dort dans un hôtel 5 étoiles, ça me fait marrer parce que, du coup, ma compagne, elle dit, et je lui dis, mais putain, mais dors plus, quoi. Enfin, tu vois, ouais, dors, voilà. Ouais. Et elle me dit, non, mais je me réveille naturellement, machin. Et quand on est dans un hôtel avec, tu vois, avec des lits de luxe et tout ça, putain, à 8h30, elle est encore en train de dormir. Donc, je pense qu'en fait, effectivement, ça a un impact. Et je crois que les surmatelas, j'avais entendu ça, que genre, je l'ai pas testé, mais je crois qu'en fait, tu peux juste investir dans un super surmatelas et ça te fait un effet incroyable. Je crois que j'investis. Je valide, mais chez mes parents, il y a un lit où qui est pas confortable de base et ils ont acheté un surmatelas et c'est royal. Ouais. Et non, le lit, moi, vu que je suis nomade, ça dépend je choisis des bons apparts pour être confort. Mais à Montréal, j'avais un lit de l'espace. J'avais un lit king size. J'avais récupéré d'ailleurs en genre de mousse, tu vois, qui était vraiment confort, à mémoire de forme. J'avais aussi acheté le coussin. J'avais l'oreiller en promo, tu vas écouter, c'est $200, je l'avais eu à 100, je crois. J'avais investi vraiment là-dedans et je sentais la différence, quoi. J'avais aussi le réveil, tu sais, qui te fait l'aube pour réveiller en douceur. Truc normal. Et ça, c'était réglé. Non, c'était en 2000. Je pense que je l'ai acheté en 2013, 14. C'était pas encore. C'était juste des trucs Philips, c'était Sunrise. C'était bien. C'était mieux qu'un réveil qui sonne bim 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 bim, ou même un réveil, même si tu mets une harpe ou un violon, tu vois. Au moins, c'est progressif. Et, La harpe, mais t'as ça sur l'iPhone. Ouais. Mais non, je sais plus ce que j'ai comme sonnerie sur iPhone, mais moi, il y a une sonnerie que j'ai sur iPhone qui n'existe que dans le mode schedule, pas dans le mode réveil. Tu sais, t'as le truc schedule. Et bah, réveil, tu dis, OK, tu fais plus, tu mets je veux un réveil à 8h, et tu peux choisir ta sonnerie. Le schedule, c'est un truc de l'app Health de Apple. Et tu peux mettre genre, OK, moi, je veux dormir de 10h du soir à 8h, et ça peut t'envoyer des notifs et tout. Et avec ça, tu peux mettre une alarme. Et là, j'ai l'alarme que je veux, et pas dans le mode réveil normal. Ouais, c'est un bug, je pense, de côté où... Ouais. Enfin bref, ouais. Du coup, ouais. moi, je trouve qu'on a encore 50 sujets sur notre liste, mais est-ce qu'on n'a pas fait... Est-ce qu'on n'a pas déjà de quoi... C'est déjà pas mal, non? En fait, je pense qu'on a deux pour la... Donc là, on rappelle, on est en mode un peu en roue libre, quand on n'a pas de nom. On a... Si quelqu'un écoute ça et a des propositions de nom. Ouais. Peut-être qu'on aura trouvé d'ici là, il faudra bien qu'on crée une chaîne pour le poster. Mais tu vois, je repensais à ça par rapport au nom. Moi, j'écoute Tim Ferriss, c'est un peu mon gourou, mon temps virtuel. Tu vois, j'ai lu la semaine de 4 heures et ça a tout déclenché pour moi. Et du coup, je regarde tout ce qu'il fait. Et son podcast, j'écoute moins maintenant, mais le podcast qu'il a depuis 2014. Et ben en fait, le premier épisode, je crois qu'il a pas de nom non plus. Et c'est comme ça que ça s'est appelé le Tim Ferriss Show, tu vois. Et le premier épisode, c'est avec son pote Kevin Rose. Et il fait des blagues en mode, on va appeler ça le Tim Ferriss Show, ou un truc comme ça, tu vois. Et finalement, le nom du podcast, c'est toujours le Tim Ferriss Show. Bon, je pense que c'est bien du point de vue SEO, branding et tout. Mais il a pas de nom, quoi.
Non, j'ai pas d'idée non plus. Mais non, mais tu vois, c'est pour se dire que voilà, c'est ça. Et même par rapport à la structure, donc on a des sujets, on a des types de sujets, comme on les amène. Ça, je pense qu'il faut un travail dessus, mais on a 3 grands types pour essayer d'analyser un peu. Et après, les sujets, tu sais, on en a parlé la semaine dernière, c'est est-ce qu'on fait quelques sujets de base, comme on a fait là, tu vois, et on dérive un peu autour, mais on se ressent de temps en temps. Ou alors, est-ce que, en fait, dans un épisode, on a genre 15 sujets qu'on enchaîne, sur lesquels on passe, je sais pas, 3 à 5 minutes, tu vois. Moi, j'ai l'impression que là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Après, Bah, je me suis senti plus dans le flow à partir d'un moment, quoi. Au début, bon, on savait pas trop comme ça. Mais au bout d'un moment, on commençait à parler de trucs, et là, ouais, on se parlait, quoi. On n'était plus en mode, ok, il y a un micro, il y a des caméras. j'ai un plan de faire. Et je pense qu'avec le temps aussi, on va apprendre à remettre du rythme quand il faut. Donc, à mon avis, ça va se faire sans trop de soucis. Mais ouais, je serais plus d'avis de garder un peu ce côté on se laisse aller, sachant qu'on a des sujets sur lesquels on peut rebondir, ça nous aide, mais on se laisse aller un peu comme ça. Après, je pense que ce serait aussi intéressant de pas trop toujours se référer à nos expériences perso. Moi, tu sais, c'est un truc que je fais assez naturellement, et ça peut être un peu relou, quoi. Tu vois, genre, plutôt que de se référer uniquement à ses expériences perso, on peut aussi essayer de partager de la théorie, de ce qu'on a appris dans des livres ou dans des trucs comme ça, tu vois, il faut s'appuyer un peu là-dessus plutôt que... Bah, c'est marrant parce que, ouais, en soi, why not? Mais dans les masterminds là, de la conférence où j'ai été, c'est un truc qu'ils utilisent pour tout niveau de business et tout, et ils te disent justement de partage ton retour d'expérience, partage pas les dernières théories que tu as vues, etc., parce que tu les as pas testées, quoi. Bah, faut nous dire, Ou alors, les... ouais, je pense que sinon, ça peut être quelque chose qu'on a vu implémenter dans notre proximité, tu vois. Mais ça reste nos expériences, quoi. oui, c'est proche, ouais. Mais si c'est genre, il y a un mec qui a fait une vidéo YouTube là-dessus et ça a changé sa vie, tu vois, bah oui, peut-être qu'il a menti, peut-être que c'était, il vendait un truc derrière, peut-être que je sais pas. Donc, ouais. Mais en tout cas, ouais, tout feedback est apprécié. Peu importe si c'est maintenant, alors en 2023, ou si on a continué pendant 10 ans, et en 2033, tout feedback sera toujours apprécié. Puis rien, ne pas hésiter, nous dire. Et écoute, c'était cool. Ouais, c'est bien. Bah, en tout cas, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de court-circuiter le process et de se lancer. Et voilà, on a un épisode dans la boîte, quoi. Alors qu'on aurait pu... parce que moi, je suis là 1 mois. Toi, t'es là, donc c'était OK, on veut en tourner plusieurs en personne avant que je reparte en voyage pour caler un peu le truc. Donc, l'objectif atteint. Là, le prochain, on a le temps d'analyser un peu et de se... Ouais, c'est ça. On a encore des sujets à voir. Et puis en fait, c'est le quotidien aussi qui draine les sujets, quoi. Oui. C'est... Bah, c'est comme nos audios, en fait. Qu'est-ce qui déclenche? C'est genre... Ah bah j'ai un truc qui m'arrive ou une décision à prendre, comment tu vois le truc, est-ce que tu as déjà géré ça, quoi. Et tu sais, c'est ça, prochain épisode, juste avant d'enregistrer, je t'ai dit, putain, Moisir, tu m'as parlé d'un truc, ça m'a mindfuck complètement. Du coup, j'ai déjà contacté machin, j'attends sa réponse et tout, je suis complètement comme un ouf. Ça, je te propose qu'on démarre le prochain épisode. Ouais, mais je pense que c'est ça, tu vois, les sujets qui nous viennent de nos quotidiens. Fat Fire, je trouvais ça il y a 3 semaines, donc j'ai gardé ça en tête, tu vois. Mais ouais, Petit teasing, ça va être incroyable. Le prochain épisode, on le commence avec ce sujet. En plus, on en saura un peu plus parce que j'attends. C'est un truc, moi, qui était dans ma tête il y a longtemps. J'ai fait des tests là-dessus, je t'en ai pas parlé. Personne ne pourra savoir ce que c'est. Hein. Ça va être cool. Ouais, génial. Ok, on se fait ça dessus. Allez. C'était cool. Bye.